Bonjour, bonjour. Nous sommes avec Maurice Lemoine. Je l'annonce directement. Pourquoi Maurice Lemoine? Eh bien, parce que c'est la personne la plus à même de nous parler du sujet dont nous allons traiter aujourd'hui, le Venezuela. Voilà. Pourquoi Maurice? Bah, d'une part, parce qu'il connaît quand même vachement bien le sujet, et puis d'autre part, parce qu'il en revient. Donc, il a des informations de première main. Il était sur place lors des élections présidentielles du 28 juillet comme journaliste. Il a fait des reportages. Il va nous parler de ce qui s'est passé là-haut. Maurice, bonjour, comment ça va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, parce que je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette conversation, bah, ça va plutôt bien. Alors, Maurice, comment est-ce que tu peux nous raconter une petite histoire sur cette élection? Est-ce que, sans nous dire où on est, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors, juste un truc. Donc, si vous êtes là, c'est que vous suivez quand même à peu près ce qui se passe sur le Venezuela. Donc, vous savez qu'il y a une très très grosse polémique. Il y a eu une élection présidentielle le 28 juillet dernier. Le Conseil national électoral a annoncé la victoire de Nicolas Maduro avec 52% des voix, quelque chose comme ça. Et puis l'opposition s'est autoproclamée avec un Conseil national électoral parallèle. C'est une nouveauté. C'est nouveau, ça vient de sortir. Vainqueur avec 70% des voix. Alors, ils ne sont pas allés dans la demi-mesure. Et la polémique vient du fait qu'un certain nombre de pays, avec les États-Unis très classiquement, avec l'Union européenne, avec des pays latino-américains de droite, le Chili, l'Argentine, contestent la victoire de Nicolas Maduro. Et d'une certaine manière, le débat se crispe sur un point, c'est que le Conseil national électoral vénézuélien n'a pas présenté à la communauté internationale, à vous, à moi, à toi, Romain, les actes, c'est-à-dire les procès-verbaux de tous les bureaux de vote du Venezuela. Ce qui d'ailleurs n'a jamais été fait au Venezuela. Et moi, Jamais. Aucune élection au Venezuela, le voilà. Conseil national électoral a Et, présenté les procès-verbaux. et d'une certaine manière, je me suis dit, tiens, c'est un peu bizarre parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, tous autant que vous êtes, là, c'était quand? C'était le 7 novembre 2020, aux États-Unis, d'ailleurs, où il n'y a pas de Conseil national électoral, hein, c'est CNN qui annonce le résultat. Et ce fameux 7 novembre 2020, c'est CNN avec 4 jours, 4 jours après le scrutin, qui a annoncé le résultat de l'élection, la victoire de Joe Biden. Si. Et vous vous en souvenez, Donald Trump a refusé de reconnaître sa défaite. Il a allégué de fraude, d'irrégularité. Il a dit qu'il y avait une conspiration communiste internationale impliquant la Chine et le Venezuela. Il a revendiqué une victoire écrasante, comme l'opposition vénézuélienne. Hein. Et puis, il a déposé une soixantaine de recours juridiques et les allégations ont été déclarées infondées par la quasi-totalité des juges fédéraux, car les juges, hein, puisque je ne l'ai pas précisé, mais au Venezuela, le président Maduro, puisqu'il y avait un contentieux, l'a porté devant le tribunal suprême de justice. Et c'est le tribunal suprême de justice, après avoir examiné tous les résultats et tous les éléments fournis par le Conseil national électoral, qui a dit oui, Nicolas Maduro est vainqueur. Et donc aux États-Unis, c'est la même chose. C'est la Cour suprême qui a, d'une certaine manière, proclamé Joe Biden vainqueur, qui a officialisé la victoire. Mais d'une certaine manière, ni toi, Romain, ni moi, ni vous, personne n'a vu les procès-verbaux des bureaux de vote aux États-Unis. Et puis 2 ans après, comme l'exemple avait été donné par Trump, vous avez le Brésil, Bolsonaro, qui, après l'élection qu'il a perdue, demande l'annulation des voix de 280 000 urnes électroniques, hein, c'est pas rien, c'est 59% des urnes au Brésil. Il y a eu un audit de son parti, le Parti libéral, qui dit qu'il y a eu des dysfonctionnements techniques qui sont démontrés. Et le tribunal suprême supérieur électoral rejette le recours. Et c'est le président du tribunal suprême fédéral qui va dénoncer l'absence totale de preuves et une présentation totalement frauduleuse des faits. Et donc là encore, sans que personne au sein de la communauté internationale, et j'évoque le cas du Brésil parce que Lula fait partie de ceux qui réclament
la publication de tous les procès-verbaux des bureaux de vote du Venezuela, mais au Brésil, personne n'a jamais vu les procès-verbaux, de sorte que je ne peux pas affirmer à 100% que Lula a gagné l'élection présidentielle au Brésil. Après tout, peut-être que Bolsonaro avait raison. On n'a rien vu. En plus, ça s'est pas arrêté là, parce que dans un cas comme dans l'autre, et ce qui s'est passé aux États-Unis et au Brésil, bah, c'est aussi passé au Venezuela, puisque devant le recours des cours suprêmes dans ces trois pays, eh ben, l'opposition a jeté on va dire, ces groupes de choc, non, à essayer de créer un scénario de violence politique. Alors exact, oui, tout à fait. Et il y a eu des conséquences. Alors en ce moment, on a, on peut le dire, une campagne médiatique qui annonce le Venezuela de réprimer férocement les opposants, ce qui est absurde. Peut-être qu'on en parlera après. Enfin oui, il y a de la répression sur les actes de violence. Mais si on en revient au Brésil, Bolsonaro, il a été condamné par le tribunal supérieur électoral, c'était en juin 2023, à 8 ans d'inéligibilité. Alors je rappelle qu'il y a eu aussi là un débat infernal au Venezuela parce que la candidate de l'extrême droite, Maria Corina Machado, qui a passé son temps à appeler à des sanctions contre le Venezuela, qui a passé son temps à appeler à une intervention militaire contre le Venezuela, qui a passé son temps à invoquer l'application du traité interaméricain d'assistance réciproque, a été rendu inéligible. Et ça apparaît absolument scandaleux à un certain nombre de nos journalistes ou de nos politiques. Mais Bolsonaro, au Brésil, il est condamné là pour le moment à 8 ans d'inéligibilité pour avoir abusé de son pouvoir et jeté des doutes infondés sur le système de vote électronique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cas du Venezuela. Là. Et le parquet du tribunal suprême fédéral, il a engagé des poursuites contre 232 personnes et en septembre 2023, on a eu deux premières condamnations par la Cour suprême à 17 ans et 14 ans de prison. Ça, c'était Euh, pour l'assaut des institutions à Brasilia, non? En exactement, janvier. exactement, exactement. Et si on prend les États-Unis, Trump, alors bon, comme la justice américaine est un peu lente, comme la justice vénézuélienne, Trump, il est poursuivi, donc il va pouvoir se présenter à la prochaine présidentielle, mais en réalité, il est encore poursuivi pour, alors je cite là, hein, j'ai une petite fiche devant moi, pour tentative illicite d'inverser le résultat de l'élection, pour atteinte au droit de vote des électeurs, pour complot contre les institutions américaines, pour fausses déclarations et faux documents, usurpation de fonctions publiques, faux usage de faux. Et il y a plus de 1400 personnes qui ont été inculpées après l'assaut du Capitole, on s'en souvient tous. Ils ont été inculpés de crimes fédéraux. Il y a 950 de ces accusés qui ont été reconnus coupables. Et il y a des peines d'emprisonnement qui vont de quelques jours à 22 ans de prison. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on nous parle du Venezuela, on oublie un certain nombre d'éléments. On accuse le Venezuela de poursuivre, hein, puisqu'il a menacé de poursuivre le pseudo-candidat d'extrême droite qui a été élu, Edmundo González. Il a entamé des poursuites et on reproche au Venezuela ce qu'on reproche au Brésil, aux États-Unis, sachant par ailleurs que le Edmundo González en question, qui en réalité a été une marionnette de la candidate d'extrême droite Maria Corina Machado, vient de partir en Espagne rejoindre le cimetière des éléphants, puisque toute l'extrême droite vénézuélienne vit maintenant à Madrid, dans le quartier de Salamanca, qu'on connaît tous, puisqu'on rêve tous d'y habiter, c'est le quartier le plus riche de Madrid. Exactement. C'est vrai que Madrid, sous le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez, est devenu la Mecque de l'extrême droite latino-américaine et a déplacé même Miami dans ce rôle-là. Alors, Maurice, là, on voit qu'il y a un véritable deux poids, deux mesures, hein, que bien évidemment, les médias n'ont pas traité la victoire de Joe Biden de Lula comme elle traite celle de Nicolas Maduro. Donc, on vous prend aussi un petit peu là pour des buses. Je voudrais, moi, revenir sur le contexte de l'élection. Est-ce que la situation, comment les Vénézuéliens ont voté, revenir un petit peu en arrière, parce que je pense que c'est important pour comprendre ce qui s'est passé, comprendre le résultat aussi. Est-ce qu'on était dans un contexte démocratique, comme le demandent les médias dominants, justement? Non, non, et y compris, je pousserai ta question jusqu'à un point qui n'a jamais été abordé, c'est que dans les conditions qui sont imposées au Venezuela
depuis le fameux décret de Barack Obama de mars 2015, un Venezuela qui serait une menace exceptionnelle, extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis, qui ont permis à Donald Trump d'imposer 960 sanctions au Venezuela, y compris avec l'embargo sur son secteur pétrolier, et qui a mis l'économie du Venezuela à genoux. Dans ces conditions-là, il n'y a pas d'élection juste possible, puisqu'on met un boulet au pied de Maduro. C'est comme si, lors des Jeux Olympiques, on avait cassé à coups de barre de fer les tibias d'un coureur en lui disant maintenant, on va courir le 100 mètres avec les autres. Avec Usain Bolt. Voilà, c'est bonne. Il est évident qu'on a affaibli le Venezuela et on a affaibli Maduro en espérant qu'en l'emmenant aux élections, compte tenu de la situation économique extrêmement difficile, même si elle s'améliore depuis 2 ans, il perdrait par définition devant la droite et l'extrême droite. Mais il y a un point sur lequel il faut sans doute revenir. C'est tout ça, c'est un peu décidé au cours de deux accords, deux négociations. Une première négociation secrète, d'ailleurs, entre les États-Unis et le gouvernement vénézuélien, qui s'est passée au Qatar, à Doha, dont la droite vénézuélienne n'était absolument pas au courant. C'est-à-dire que les États-Unis, alors il faudrait là aussi expliquer pourquoi, c'est parce que depuis l'intervention russe en Ukraine, le marché pétrolier est complètement chamboulé, et donc les États-Unis se sont souvenus que le Venezuela, eh ben, il n'est pas très loin, et que donc peut-être que ça serait bien. Nanana. Donc ils ont négocié avec les Vénézuéliens, le gouvernement, qui a dit OK, on normalise les relations, tout ça étant lié à l'organisation d'une présidentielle démocratique dans des conditions justes, équitables, etc., etc., qui a été ensuite négocié entre le gouvernement et l'opposition de droite, Alors, réunis je au sein. t'arrête, je t'arrête juste un truc pour Ouais. préciser, parce que tu dis on normalise les relations. N'allez pas penser, vous qui nous Ah regardez, non, que les sanctions, le blocus criminel a été allégé, hein, pas du ah tout. non, non, D'ailleurs, non, pas du tout. et pour être juste, c'est pas uniquement les républicains, hein, là, c'est vraiment, ça a commencé en décembre 2014, ensuite renforcé par Obama, qui avait vraiment fait, et puis par Trump et par Biden, et demain, certainement, on en parlera plus tard, par Kamala Harris ou Trump. Ça ne changera pas. Voilà, c'était la Ouais. petite parenthèse pour Non, revenir. non, l'assouplissement, en fait, il concerne uniquement la possibilité pour une multinationale américaine qui s'appelle Chevron et quelques multinationales européennes. Il y a Repsol, l'espagnol, et puis il y a une française, Morel, et je ne sais pas quoi, que je ne connaissais pas d'ailleurs, d'exploiter du pétrole. Mais pour le reste, les sanctions restent en vigueur. Et donc, à la Barbade, il y a donc un deuxième accord entre le gouvernement et l'opposition qui établit les règles dans lesquelles vont se dérouler les élections présidentielles. Et c'est là justement qu'il faut revenir sur un point, parce qu'aujourd'hui, on nous dit le gouvernement vénézuélien, Nicolas Maduro, ne respecte pas les accords de la Barbade, hein, par exemple, en poursuivant en justice Edmundo González. Mais tout simplement, ça permet de voir que personne n'a lu les accords de la Barbade. Hein, je parle des observateurs, des analystes, des docteurs en politique, machin, de droite, de gauche d'ailleurs, hein, peu importe. Qu'est-ce qu'il dit l'accord de la Barbade? Si je prends l'article 3.5, alors il parle de la promotion d'un discours public et d'un climat politique et social pacifique et participatif, on sera d'accord, sans ingérence extérieure. Alors déjà, là, on a un point qui n'a pas été respecté par l'opposition et par les États-Unis, dans le respect des citoyens, dans le respect de l'autorité électorale. C'est-à-dire qu'en réalité, bien avant l'élection, l'opposition a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats du Conseil national électoral et qu'elle aurait ses propres résultats. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, elle viole l'accord de la Barbade. L'accord de la Barbade prévoit le respect de l'autorité électorale, des acteurs politiques, de la Constitution et des lois du pays, c'est-à-dire le tribunal suprême de justice. Et donc, déjà d'emblée, les pays, la communauté internationale, le Brésil, de Lula, la Colombie, qui accuse implicitement ou explicitement à Maduro de ne pas respecter l'accord de la Barbade, c'est à ce moment-là qu'ils auraient dû intervenir. C'est lorsque l'opposition a annoncé qu'elle ne respecterait pas les résultats qu'il fallait intervenir. C'est pas maintenant. Et donc, en réalité, l'accord de la Barbade, article 6, il prévoyait aussi, donc là c'est pareil, j'ai ma petite fiche, hein, dans le cadre du programme convenu dans le protocole, bon ça on s'en fout, comprennent la nécessité de lever les sanctions contre l'État vénézuélien.
la nécessité de lever les sanctions. Les sanctions n'ont pas été levées. Donc en fait, l'accord de la Barbade, il n'a pas été respecté par l'opposition. Et tout le discours qu'on peut entendre actuellement, aussi bien de dirigeants de l'Union européenne, des États-Unis, des gouvernements de droite latino-américains et de certains gouvernements de gauche, pour lesquels on a à la fois de l'amitié et du respect, mais qui, sur cette affaire-là, sont en train de se planter, sont complètement inadéquates, puisque les accords de la Barbade ont été avant tout, n'ont pas été plutôt respectés par l'opposition. Voilà, bon, ben là, ça nous donne une bonne, un bon contexte. Alors, on va passer sur justement l'élection en tant que telle. Donc, dans ce pays, cette dictature décrite par les médias, il n'y avait pas un candidat, non, il y en avait 10. Donc, Nicolas Maduro contre 10 opposants. Euh, un qui était issu d'une manœuvre donc, de Maria Corina Machado, qui était le candidat le plus en vue, mais aussi une dizaine, huit candidats plus petits, on va dire, et qui n'ont pas forcément la même vision que l'opposition. En fait, l'opposition est très divisée. Il n'y a pas, il y a pas une, il y a pas une opposition au Venezuela, il y a plusieurs oppositions. Alors on pourrait presque s'amuser d'ailleurs. Parce que, y compris l'opposition qu'on va appeler radicale, celle dont tout le monde parle, en oubliant l'opposition modérée. Et d'ailleurs, je voudrais interpeller mes confrères journalistes, parce qu'on a précisément sur cette dizaine de candidats que tu évoques, moi j'ai lu partout, oui, mais il y en a 8, c'est des comparses de Maduro. C'est-à-dire qu'en réalité, nos confrères, nos amis journalistes ne reconnaissent que l'extrême droite. Il n'y a que ça qui les intéresse. Les candidats qui ne sont pas d'extrême droite sont considérés comme des candidats illégitimes. Ça pose un vrai problème déontologique, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu 8 candidats qui n'appartenaient pas à l'aile ultra-radicale de l'opposition. Cette aile ultra-radicale elle-même, elle est complètement divisée, hein. Alors, il y a eu l'affaire Maria Corina Machado, qui a été rendue inéligible. Entre parenthèses, là encore, on en a fait une martyre, hein, c'est Sainte Maria Corina, Sainte Marie Cory. Je rappelle que si elle était française, si elle était états-unienne, si elle était ce qu'on veut, en France, elle a appelé donc, il y a une intervention militaire au Venezuela. Si on prend l'article 411.4 du Code pénal en France, le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise, organisation étrangère ou sous contrôle étranger, ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende. Bon. Oui, Ça veut et dire alors, qu'elle a beaucoup de chance, hein. Elle a beaucoup de chance d'être tombée sur Maduro. Elle est inéligible. pas qu'en Franchement, France, hein, si tu regardes dans la plupart des codes pénals des les États-Unis, de États-Unis, l'Espagne, de bah, comme ça. l'Italie, etc., c'est des peines allant de 20 ans de prison à la perpétuité, voire à la peine de mort, hein. Non, non, mais bien sûr. Et donc, il y a eu toute une comédie, puisque donc, puisqu'elle avait, on était parti sur une geste héroïque, hein, c'était jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire que je ne reconnais pas les institutions vénézuéliennes de mon pays, donc jusqu'au bout, on mènera le combat. Et puis finalement, en particulier sous la pression d'une partie de l'opposition qui voyait avec inquiétude du fait de son acharnement à se présenter alors qu'elle est inéligible, le fait de se retrouver sans candidat le jour de l'élection. Donc elle a été obligée de dire, bon, bah ok, d'accord, je mets les pouces. Elle a commencé par nommer une vieille dame de 80 ans, sans expérience politique, Corina Yoris, uniquement parce qu'elle s'appelait Corina. Et là, pour le coup, on a eu encore une espèce de comédie où les médias ont dit le Conseil national électoral ne permet pas à Corina Yoris de se présenter. C'est pas vrai du tout. C'est que en fait, je rentre pas trop dans les détails parce qu'il y a des détails juridiques, mais c'est que le reste de l'opposition a dit non parce que Maria Corina avait décidé toute seule qui allait la remplacer. Donc finalement, on tombe sur cet ancien diplomate Edmundo González, qui est un vieux monsieur de 74 ans, qui n'est pas en très grande forme, dont tout le monde comprend très très vite qu'il va être une marionnette de Maria Corina Machado, puisque effectivement, dans les premières interviews qui lui sont faites, sur son, par exemple, quel est votre programme économique, il répond, ouais, ben non, Maria Corina, elle a tout entre les mains, ils ont tout préparé. Et on assiste à une campagne électorale qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que ce monsieur
qui a été mis sur le devant de la scène. En fait, il n'a pas du tout envie de faire la campagne électorale. Il l'a dit lui-même au début, hein. Il a Oui, dit, je ne oui, ferai pas de campagne, mais Maria voilà. Corina la fera pour moi. Et ils ont été quand même obligés d'aller le chercher. Ça a donné lieu à des scènes dramatiques. C'était même pas drôle en réalité, hein. Non, non, et en fait, ce sont les États-Unis qui, à un moment, lui ont demandé d'aller faire campagne, parce que c'était ridicule, puisque Maria Corina Machado faisait sa campagne avec une affiche à la main, l'affiche de Edmundo González. Donc voilà dans quelles conditions s'est déroulée cette élection. Et ensuite, évidemment, il faut mentionner un point extrêmement important, c'est que d'après le gouvernement vénézuélien, d'après le Conseil national électoral, et c'est tout à fait crédible quand on connaît ce qui s'est passé au Venezuela depuis 2019 et le président fantoche Juan Guaido, le jour de l'élection, le soir de l'élection, au moment d'annoncer les résultats, une attaque cyber, une cyberattaque a été portée contre le Conseil national électoral qui effectivement n'a pas pu donner les résultats immédiatement, alors que l'opposition, qui avait établi un espèce de conseil national parallèle, a tout de suite d'emblée annoncé, nous, on a les procès-verbaux, on a 30% de procès-verbaux, on a 40% de procès-verbaux, on a 80% de procès-verbaux, et on a gagné avec 70% des voix. Sachant par ailleurs, Bon, alors, exactement, là on va revenir là-dessus, parce que en sachant que par ailleurs sur le résultat donné par l'opposition, en sachant qu'ils ont immédiatement profité bah, du temps que le Conseil national électoral passait à essayer de résoudre son problème informatique, qui a été 30 millions d'attaques par jour, hein, si ma mémoire est bonne, sur les chiffres de la commission d'enquête qui ont été donnés par la suite. Et non, on prend 30 millions d'attaques par minute, oui, excusez-moi, par minute, oui, oui, oui. par En minute. fait, Donc, en fait, le site a été saturé de sorte qu'il ne pouvait plus du tout fonctionner. le site du CNE et puis 26 autres sites des institutions vénézuéliennes. Il y a eu une attaque ciblée sur l'État vénézuélien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le site à partir duquel l'opposition vénézuélienne de Maria Corina Machado va publier ses propres résultats avait été réservé plusieurs jours à l'avance. Donc ça, c'est aussi prouvé. Il suffit juste d'aller voir quand est-ce que le site a été acheté. Et donc, bon, là, on va dire, tout un scénario était déjà monté par avance. Alors, je voudrais juste dire un truc avant d'aller plus loin, te redonner la parole. Ce qui est important, c'est que Maria Corina Machado n'a pas de parti politique inscrit Voilà, au Venezuela. Et ça, c'est important parce qu'au Venezuela, on vote pour un parti politique. Alors, on peut voter de différentes façons pour un même candidat. C'est-à-dire, Maurice Lemoine se présente, et ben, il y a 5 façons de voter Maurice Lemoine, 5 partis qui le soutiennent. On va dire la France Insoumise, le NPA, les Verts et le Front National. Je sais pas. Je sais voilà. pas. Et donc, vous pouvez voter, ce qui permet de totaliser après les soutiens par parti. Voilà. Alors, ça va être important. Pourquoi? Mais parce que Maria Corina Machado n'a pas d'assesseur dans les bureaux de vote, puisqu'elle n'a pas de parti. Et donc, les assesseurs, ils sont nommés par des partis qui soutiennent aussi la candidature d'Edmundo González, comme Nuevo Tiempo, la MOUD, etc., et qui ont des responsables, hein, qui ont des responsables en personnalité juridique, et qui sont aussi responsables par rapport à la loi. Voilà. Ça, on en reparlera, mais c'est un Et détail qu'il est important de prendre en compte. c'est important parce que je vois où tu veux en venir. Et effectivement, c'est que lorsque donc l'opposition annonce nous avons gagné avec 70% des voix, le Conseil national électoral annonce Nicolas Maduro avec, je crois que c'est 52, hein, je n'ai pas le chiffre exact en tête, la polémique enfle, la communauté internationale se mêle de cette affaire. Et donc, le président Nicolas Maduro décide de porter l'affaire, puisqu'il y a contentieux, devant le tribunal suprême de justice. Et ce tribunal suprême de justice va convoquer tous les candidats avec les procès-verbaux qu'ils ont en leur possession, puisque dans chaque bureau de vote, les assesseurs dont tu parles reçoivent à la fin de la journée les procès-verbaux. Donc, c'est pas secret, tout le monde les a en réalité. Tous les partis présents les ont. Et donc, sur ces candidats qui étaient en lice, vont s'en présenter 8 devant le tribunal suprême de justice, Nicolas Maduro, les autres candidats, sauf Edmundo González, qui refuse donc de se rendre à cette convocation. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il y a des représentants, effectivement, des partis que tu as évoqués, qui soutenaient Edmundo González. Il y a en particulier le gouverneur de Zulia, Manuel Rosales,
Et tous vont dire, mais nous, dans cette histoire de site de l'opposition qui a publié les procès-verbaux, on n'est pas au courant, on ne sait pas qui c'est pas nous qui avons géré ça. Et donc, tout le monde va rejeter la responsabilité d'avoir établi ce site bidon, ce site parallèle, et tout le monde va donner ses procès-verbaux, et de sorte que les seuls qui n'ont pas présenté des preuves dans cette affaire, c'est le clan de Edmundo González et de Maria Corina Machado. Et y compris Edmundo González qui a envoyé son avocat ensuite quand il a su qu'il était poursuivi en justice. Il a envoyé son avocat et son avocat a essayé d'atténuer le problème en disant mais Edmundo González, il n'est pas responsable, c'est pas lui du tout qui s'est occupé du site parallèle où on a publié des résultats. Et tout le monde en gros a dit, et en particulier les autres, c'est Maria Corina Machado qui s'en a occupé avec une organisation qu'elle a créée en 2002 qui s'appelle Sumate. De sorte que là où l'ensemble des médias, puisque c'est bien eux qu'il faut mettre en cause, je veux dire l'opinion publique, elle suit, elle n'est pas comme nous branchée sur le Venezuela 24 heures sur 24, même 25 heures parfois, bah, je veux dire, elle ne sait pas que les seuls, en réalité, qui n'ont pas apporté de preuves, de documents devant le tribunal suprême de justice, c'est le clan de Maria Corina Machado et de Mono González. Avant d'aller plus loin sur l'enquête de la Cour suprême du Venezuela, je voudrais te poser une question. On entend Yes. beaucoup de personnes qui disent, mais enfin, mais qui vote pour Maduro? Personne vote pour Maduro. Les chiffres avancés par le CNE ne peuvent pas correspondre avec la réalité. Donc, on parle de un peu plus de 6 millions de voix, 6 300 000, si ma mémoire est bonne, de voix pour Nicolas Maduro et 5 500 000 hein, pour Edmundo González. Hein. C'est pas un score à 99. C'est pas le score de Paul Kagame. Hein. C'est Euh, même pas, c'est qui même, a, hein. c'est même pas le score de Maria Corina Machado à la primaire de la droite, qu'elle a gagné Exactement. avec 93% des voix. Voilà, et dont personne ne lui a demandé les procès-verbaux, ni à elle, ni à Paul Kagame, qui a été réélu avec 99,28% des voix le 15 juillet dernier. Bon, parenthèse à part, donc, est-ce que c'est plausible? Toi, tu as été à Caracas, tu as vu des manifs de chavistes, il y avait des grandes manifs aussi de l'opposition, ça, c'est aucun problème, mais il y avait aussi, tu as parlé avec les gens, est-ce que le chiffre est plausible, selon toi? Bien sûr, il correspond y compris à la réalité sociologique du Venezuela. J'ai vu passer des sondages. Alors c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a eu toute une série de sondages contradictoires. Certains annonçant déjà à l'avance la victoire de Edmundo González avec 70% des voix, et des sondages qui annonçaient la victoire de Maduro dans des scores raisonnables, c'est-à-dire de l'ordre de 52, 53, 50, 54%. Bien sûr que c'est crédible. Euh, comment dire, je pense à une de Libération que vous n'avez pas vue, parce que j'espère que vous n'êtes plus abonné à ce canard, mais qui sur la une, il y avait une photo, elle est récente, juste après l'élection, une photo de manifestation de l'opposition qui était assez imposante, et le titre de Libé en couverture, c'était Maduro seul. Bon. Et il se trouve que j'ai été assisté à ce qu'on appelle el cierre des campagnes, à la clôture de campagne de Maduro sur l'avenue Bolivar, qui était absolument impressionnante, qui était une avenue Bolivar complètement pleine. Là, pour le coup, je vous On invite. parle, on parle entre 600 000 et 800 000 personnes quand Oui, l'avenue oui, Boulevard quelque chose, est pleine. quelque Hein. chose d'impressionnant, y compris pas avec des fonctionnaires qu'on a obligés à aller manifester, avec des gens joyeux, des trompettes, des calicots, une ambiance de fête absolument extraordinaire. Et en fait, la grande difficulté, je crois, d'un certain nombre de nos confrères de l'appareil médiatique, c'est que, d'une certaine manière, ils ne s'intéressent qu'à l'écume des choses, c'est-à-dire la classe politique, en particulier celle de droite et d'extrême droite, et qui ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe dans le Venezuela profond, avec un mouvement social extrêmement puissant, avec des organisations, avec les conseils communaux, avec des communes. Il y a 49 000 conseils communaux, c'est-à-dire des citoyens comme vous et
moi qui s'organisent dans leur quartier pour gérer le quartier, hein, une espèce d'autogestion des quartiers, avec, si je ne me trompe pas, c'est 6000 communes, même si c'est peut-être plus, avec les miliciens, c'est-à-dire des citoyens, là encore, comme vous et moi, qui vont s'entraîner pour défendre la patrie. Hein. Alors, ça paraît anachronique chez nous, mais là-bas, je veux dire, ils sont sous menace d'une intervention militaire. En tout cas, c'est ce que Trump a prétendu pendant longtemps, hein, avec son fameux «toutes les options sont sur la table». Et puis, Vous avez la plus de 2 Colombie, les millions. paramilitaires, les incursions Voilà. paramilitaires, mercenaires, etc. Il faut se Et quoi. puis, il y a aussi, comment dire, y compris chez ce qu'on va appeler les chavistes critiques, parce que le gouvernement de Maduro n'est pas parfait, mais quand même une espèce de fierté nationale, une espèce de revendication de souveraineté qui refuse cette imposition depuis l'extérieur qui leur dit qu'il faut un changement de régime, parce que c'est ça, hein, le regime change, donc une révolution de couleur, et qui par orgueil, mais un orgueil bien placé, refuse de céder, de se mettre à genoux devant la volonté des États-Unis, de l'Union européenne et de l'axe euro-atlantique. Euh, donc voilà, et tout ça, ça fait, je veux dire, 50%. Et plus quand même aussi, quand même, le programme économique de Maria Corina Machado. Parce que la droite, on va appeler ça la droite radicale, hein, on pourrait parler d'extrême droite, mais tous ceux qui ont appuyé Maria Corina Machado ne sont pas d'extrême droite, c'est des gens qui voulaient en finir avec Maduro, bon, ok, d'accord. Mais donc la droite a été relativement discrète sur son programme, on a quand même fini par le découvrir. C'est un programme qui s'appelait Tierra de Gracias, Terre de grâce, qui est l'expression qui a été employée par Christophe Colomb quand il est arrivé dans la baie de Maracaibo en 1400, en 1502, je crois, 1503. 62. Hein. Donc c'est d'ailleurs assez extraordinaire, une espèce d'allusion à l'époque coloniale, étant entendu que la métropole maintenant c'est plus l'Espagne mais c'est les États-Unis, et avec entre autres un programme de privatisation globale et en particulier de privatisation de PDVSA, la compagnie pétrolière nationale, qui est d'une certaine manière le joyau de la couronne de tous les Vénézuéliens, y compris les Vénézuéliens de droite. Et donc cette annonce de Maria Corina, qui ensuite d'ailleurs est un peu revenue en arrière, hein, qu'on va privatiser PDVSA, ça n'a pas marché. Et puis il y a aussi quand même, et y compris au sein de l'opposition, il y a eu une forte abstention, hein, on n'en a pas parlé. On en parle. Et puis aussi, je veux dire, la découverte que toute l'opération Guaido pendant 3 ans a donné lieu à une corruption absolument phénoménale, que le clan Guaido s'en est mis plein les poches, qu'on a spolié le Venezuela, en particulier avec les entreprises dont il était propriétaire à l'extérieur. Je pense à une filiale de PDVSA, qui est la compagnie Citgo, qui est une compagnie pétrolière aux États-Unis, qui a 4 raffineries, qui a 49 000 stations-service, qui vaut qui est estimé à 7 milliards ou 11 milliards de dollars, qui a été confisqué par le gouvernement des États-Unis. Donc, il y a un certain nombre, y compris de Vénézuéliens de droite, de conservateurs, qui marchaient pas et il a annoncé 70% de votants pour Edmundo González, c'est ça qui est ridicule. C'est Oui. pas les, c'est pas les 52% de Maduro. Alors, je vais Vas-y, quoi. renchérir et compléter là-dessus avec plusieurs choses. Tu as cité effectivement les chavistes, les communes, les milices, les secteurs sociaux qui appuient Maduro on va dire, de manière historique, enfin qui appuient le chavisme de manière historique. Et puis là, depuis quelques années, on peut en rajouter quelques-uns. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement économique avec l'asphyxie du Venezuela. Hein, le but, c'était quand même de, comme tu l'as dit, briser les jambes de Maduro, mais au-delà de ça, c'était d'affamer le peuple pour le retourner contre la révolution bolivarienne. Et le Venezuela, en 2015, lorsqu'il percevait 100 dollars pour son commerce pétrolier, aujourd'hui n'en perçoit plus que un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le blocus a fait que vous, qui nous regardez, qui touchez le SMIC, vous gagnez 1200, c'est déjà dur, vous tirez un peu la langue, et bien vous devez faire la même chose avec 12 euros. Voilà, c'est ça. Le Venezuela a été confronté à ça, passer de 1200 euros par mois à 12 euros par mois. Et on leur reprochait, ben, il faut maintenir le truc, sinon c'est de la faute de Maduro, économiquement il est nul, le modèle ne marche pas, etc. Il n'empêche, ce système a provoqué, alors le début, je dis bien le début, non, d'un changement de matrice productive.
C'est-à-dire que comme il y a de moins en moins de pétrole, on est passé de 3 millions de barils par jour d'exportation à peu près 1 million aujourd'hui. On va dire que Alors, le barrage, hein, le on était, barrage, on était descendu à 300 000 et on est remonté à un et on million. était descendu à 300 millions, exactement, à 300 300 000. 000. Le pétrole qui avait inondé tout le reste de l'économie, eh ben, aujourd'hui, comme il n'y en a plus, une certaine autre forme d'économie a permis au Venezuela de subsister, et notamment l'agriculture, et notamment la petite et moyenne industrie qui est liée aux besoins de l'agriculture. Je vous renvoie à un article, à une interview de celui qui était, puisqu'il a été remplacé depuis, mais le vice-président du secteur économique, donc qui englobait tous les ministères liés à l'économie et à la finance, sur le site, ah, il est là, lesderives.info, où il explique très bien cela. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Ben, il y a eu aussi un changement dans la classe euh, entrepreneuriale dans la bourgeoisie vénézuélienne, où on est passé d'une bourgeoisie d'attaché-caisse qui fait de l'import-export depuis Miami, Madrid ou Caracas de manière indifférente, à une bourgeoisie qui possède des moyens de production et qui a quelque chose à perdre. Parce que les autres, ils n'ont absolument rien à perdre, ils peuvent changer de pays, ils continuent de faire de l'import-export. Ça, c'est fini, alors en partie, parce qu'il en reste, évidemment, mais en tout cas, la bourgeoisie foncière et celle qui a des petits moyens de production ne sont pas disposées à mettre le pays à feu et à sang. Et qui parle d'eux parle de tout un secteur social qui se bénéficie de ces mesures économiques, qui avant d'ailleurs, par ailleurs, avaient l'habitude de voter pour l'opposition et qui aujourd'hui sont le centre mou du chavisme. Voilà, déjà, il y a eu une modification sociologique. L'autre chose, c'est les communes et les conseils communaux dont a parlé Maurice Lemoine. Il se trouve qu'en avril, donc moi, je n'ai pas été présent lors de l'élection du 28 juillet, mais j'étais présent à une élection interne à tous les conseils communaux et toutes les communes du Venezuela en avril pour le financement de projets communaux. Et il se trouve que quelques jours après, j'ai fait une interview du ministre des communes, donc qui chapeautait l'organisation de tout cela, et qui m'a montré les chiffres de la journée électorale. Alors, qui ne concernait que les conseils communaux et les communes. C'est à peu près 4,2 millions de personnes qui ont voté. Alors tout le monde n'est pas chaviste, certes, dans les communes et les conseils communaux. Néanmoins, là, on est dans un noyau dur de au moins 90% hein, de chavistes. Donc même si vous retranchez 2 millions de voix ou 3 millions de voix, il y avait 4 millions de gens qui avaient déjà voté pour le chavisme et qui n'étaient pas disposés à prendre le risque de voter pour un candidat qui annule le modèle de démocratie participative et protagonique. Et puis à ça, bah, effectivement, vous ajoutez les gens de la milice, les gens qui se bénéficient de certains programmes sociaux et qui ont peur que, à juste titre, Maria Corina Machado les enlève, etc. Alors, vous pouvez dire, si vous voulez, on peut en discuter, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais à la limite, c'est un argument que moi j'entendrais de dire que c'est un régime un peu clientéliste, que certaines personnes finalement votent pour le statu quo en préservant certains droits, etc. Ça, pourquoi pas? Mais l'argument que personne ne vote Nicolas Maduro, il est léger. Et je vais même aller plus loin. Le résultat de Maduro, il n'est pas bon. Mmh. Il n'est Mmh. pas bon, politiquement, il n'est pas bon, puisque il ne progresse pas. Il baisse même un petit peu Ouais, ouais. de votants par rapport à la dernière élection en 2018 et puis aussi par rapport à l'élection en 2013. Alors que c'est à la vue de tout le monde au Venezuela que l'opposition est complice des sanctions, du blocus, d'interventions militaires et de toutes les misères que les États-Unis font au peuple. Normalement, la machine communicationnelle devrait pouvoir expliquer et à faire un bloc derrière le chavisme, ce n'est pas le cas. Donc, non seulement il n'est pas très bon le résultat, mais il est tout à fait explicable. Quant aux chiffres de l'opposition maintenant, je vais te laisser la parole, Maurice, parce que je sais que tu allais fureter dans les procès-verbaux. Moi, j'ai regardé les résultats proposés par l'opposition. Je vais m'attarder sur un cas en particulier, qui est le cas de Freddy Bernal, le gouverneur de l'État du Táchira, à la frontière avec la Colombie. Freddy Bernal a été élu il y a 2 ans. Alors, profitant d'une triangulaire, parce que l'opposition était divisée, sinon Freddy serait arrivé en deuxième. Mais comme l'opposition était divisée, il est arrivé premier, il a gagné avec 138 000 voix. Pour une personne connue du chavisme, bien entendu, mais qui n'était pas
qui n'était pas Nicolas Maduro, non, et qui n'avait pas les mêmes enjeux. Or, le résultat de Nicolas Maduro dans le Táchira, selon Maria Corina Machado et Edmundo González, est de 90 000 voix. C'est-à-dire que enfin, entre Bernal et Maduro, il se serait perdu 50 000 voix. C'est juste impossible. Parce que, évidemment, Maduro, euh, pour l'élection et puis la personne qu'il représente, bah, aurait dû faire plus de voix que évidemment, Freddy Bernal. Voilà. Donc, évidemment qu'il y a aussi des doutes du côté des résultats que l'opposition a donnés. Ça, les doutes n'ont jamais été touchés par les journalistes. Hein. Ça, personne n'a remis en cause la factibilité des résultats mais proposés par l'opposition. Toutes sauf une personne de temps à autre, par exemple la personne Jaime Duran Barba, le consulteur politique équatorien de droite, qui a fait élire Mauricio Macri, qui fait élire plusieurs dirigeants latino-américains de droite et enfin néolibéraux en tout cas. Et Durand Barba, dans une interview sur une radio, a dit le problème avec l'opposition, c'est qu'ils mentent, ils mentent beaucoup trop. Le chiffre de 70% n'est pas crédible. Bon, c'est pas moi qui le dis, vous voyez, même il y a fait même consensus. Donc voilà, pour répondre de ma part à la question, je te laisse la parole, Maurice, parce que je sais que tu es allé regarder sur le site et tu es allé regarder les procès-verbaux. Non, j'ai pas regardé beaucoup. En fait, il y a un phénomène d'ailleurs intéressant. En rentrant du Venezuela, la première chose que j'ai faite, c'est je suis allé effectivement sur le site pour regarder les fameux procès-verbaux. J'ai tapé sur un au hasard et je suis tombé sur des procès-verbaux où manifestement, alors peut-être que j'ai pas eu de chance, peut-être que j'ai eu trop de chance, où les signatures des assesseurs étaient manifestement toutes signées par la même personne. C'est-à-dire donc manifestement c'était un procès-verbal bidon. Et puis je me suis dit, bon, ben, je reviendrai sur ce site un peu plus tard pour essayer de faire davantage de recherches. Et sauf que maintenant, on ne peut plus le faire. Maintenant, on ne peut avoir au site qu'en introduisant son numéro de carte d'identité qui donne accès au bureau de vote dans lequel on a voté. Donc évidemment, comme je ne suis pas électeur vénézuélien, je ne peux plus le faire. Mais de sorte d'ailleurs que nos confrères n'ont pas plus vérifié. Alors on a eu, par contre, dès le début, il y a des Vénézuéliens qui ont été fouillés et qui ont ramené, et ça m'a rappelé le référendum révocatoire de 4. 2004 contre Chavez, où il y avait eu un tas de procès-verbaux qui étaient manifestement falsifiés. Alors, je suis incapable de vous dire quelle est l'ampleur du phénomène, mais le phénomène, il existe. Après, il y a eu les conditions de l'élection aussi, sur lesquelles il faudrait dire deux mots. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai observé les élections, puisque je suis allé dans 4 bureaux de vote à Caracas, donc c'est pas significatif. Simplement, ce qui est évident, c'est que sur ces 4 bureaux de vote, tout se passait tout à fait tranquillement, avec les assesseurs de l'opposition et du chavisme, qui, lorsqu'on leur posait la question, disaient tout va bien. J'ai eu en revanche la semaine suivante, j'ai quitté Caracas et je suis allé dans l'état de Lara, donc au fin fond du Venezuela, voir des comuneros, des communes précisément. Et là, en particulier à Simancanas, dans l'état de Lara, des chavistes m'ont raconté qu'ils avaient été intimidés, que la situation avait été très compliquée pour eux, avec des bandes de motards qui, la veille de l'élection et le jour de l'élection, venaient faire pression devant les domiciles des chavistes connus, qui ont fait de l'intimidation et que donc il y a un certain nombre de personnes, en particulier des personnes âgées, qui ne sont pas allées voter parce qu'elles craignaient pour des troubles. Donc, globalement, on peut dire que l'élection s'est passée dans des conditions normales, mais si on fouillait un petit peu plus, on se rendrait peut-être compte qu'il y avait eu une forte pression, et pas forcément sur l'opposition, mais aussi sur les partisans de Nicolas Maduro. Alors, justement, donc l'élection, elle a été contestée et immédiatement s'est mise en marche un scénario de plus violent, non? Des tentatives de manifestation, alors ça, pacifiques, ont évidemment été autorisées, il y en a eu plusieurs, mais aussi il y a eu des violences qui ont été réprimées, hein, il y a eu des morts aussi. Là, il y a une personne qui a été arrêtée, donc les morts qui sont aussi des chavistes, hein, qui ont été assassinés par les groupes de choc de l'opposition. Une dame a été assassinée parce qu'elle était connue dans son quartier pour être la dirigeante chaviste par excellence. Elle a été assassinée par un adolescent de 13 ans.
qui l'a lacéré de coups de couteau et qui, par la suite, a dit, je suis sorti parce il fallait tuer des chavistes. Voilà, bon, c'était aussi ça. Alors effectivement, il y a eu une réaction de l'État qui n'a pas été, qui a pas fait dans la dentelle, on va dire. Mais bon, la, la, l'expérience, on va dire, de ces Guarimba, puisqu'en 2014, en 2013, pardon, il y a eu déjà ce même scénario et ça s'était soldé par 11 chavistes morts et 43 blessés. En 2014, encore une fois, le chiffre a augmenté, 42 morts et plusieurs centaines de blessés. En 2017, le chiffre a encore augmenté, 125 morts et là, c'est 1500 blessés. Donc là, l'État a dit il est hors de question que le pays redevienne un champ de bataille, évidemment que le sang coule, etc. Et donc ils ont arrêté, puisqu'il faut savoir, c'est aussi des bandes armées hein, du crime organisé qui sont l'avant-garde de ces manifestations. Évidemment, l'arrière-garde est composée de gens qui cherchent aussi, alors soit des manifestations pacifiques, soit des gens qui cherchent un peu d'adrénaline, des jeunes, etc. Mais l'avant-garde est constituée par le crime organisé et qui, bah, de ce fait, s'affrontent militairement contre la police, voire l'armée. Il y a eu aussi, par exemple, deux sergents de la garde nationale qui ont été assassinés lors de ces manifestations. Donc il y a eu une tentative d'étouffer dans l'œuf l'espèce de révolte armée que avait prévu et préparé Maria Corina Machado. Tu y étais, Maurice, me semble-t-il. Je suis mort de rire parce que tu as tout dit là. Ben, effectivement, je veux dire, l'élection a lieu le 28 juillet. Et le 29 juillet, on a des manifestations de l'opposition. Alors, j'y suis allé, évidemment. Et en fait, le premier point intéressant, c'est que ces manifestations ont eu lieu exactement au même endroit que ce qu'on a appelé les Guarimbas de 2017, au sein desquels je suis aussi allé. Et ce que j'ai pu observer, y compris j'ai fait des photos, je dis ça parce que prochainement je publierai un papier sur Mémoire des luttes, qui n'est pas un site concurrent des deux rives, mais un site complémentaire. Et j'ai observé exactement le même phénomène, c'est-à-dire que je suis arrivé, il y avait une manifestation assez imposante de l'opposition, donc classe moyenne, intimement persuadé que Edmundo González avait gagné avec 70% des voix, parce qu'il faut préciser que tout ça a été précédé d'une campagne sur les réseaux sociaux et dans les médias absolument phénoménale pour imposer l'idée que Edmundo González allait gagner, mais y compris on a eu la même campagne dans nos médias. Je veux dire, tous nos médias ont, là pour le coup, je les ai tous et précisément ils seront mis à l'honneur dans le papier que je prépare. Tous ont annoncé que Maduro était battu dans tous les sondages, ce qui était d'ailleurs faux. Bref, donc la classe moyenne vénézuélienne, elle est persuadée que Edmundo González a gagné 70% des voix et donc elle manifeste. Elle manifeste pacifiquement. Elle manifeste pacifiquement. Et d'une certaine manière, c'est pas elle qui est réprimée. Parce qu'elle reste en arrière lorsque arrivent les jeunes, les gamins qu'on a été récupérés dans les quartiers populaires. Alors j'ai vu passer des communiqués de partis qui chez nous sont considérés comme des partis d'extrême gauche, des partis post-trotskistes. Je dis post-trotskistes par respect pour Trotsky qui était un révolutionnaire, et qui ont dénoncé la répression au Venezuela. Et je suis désolé de dire qu'on a affaire là à des gens qui sont capables de vous réciter Marx en défilant en pantoufles entre la République et la nation, mais qui manifestement sont passés à côté du chapitre lumpen-prolétariat. Parce que les manifestations au Venezuela, c'est effectivement le recrutement de gamins, d'adolescents dans le lumpen-prolétariat qui sont payés. Alors ça va de 40 dollars précisément à Simon Plana, où il y a eu des témoignages directs, à une centaine de dollars à Caracas, pour aller affronter la garde nationale, pour aller créer des troubles violents, des troubles extrêmement graves. Et c'est eux qui sont réprimés. Ce n'est pas la classe moyenne, la classe moyenne, elle reste derrière. Et d'ailleurs, dans les manifestations que j'ai pu observer là, il y avait le même phénomène qu'en 2017.
vous aviez des jeunes masqués, cagoulés, qui allaient affronter la garde nationale, et puis qui protestaient parce que la manifestation ne suivait pas, et qui appelaient, venez, venez avec nous. Et qu'en fait, en réalité, l'extrême droite envoie au casse-pipe, et puis abandonne à leur triste sort. Et effectivement, comme en 2017, ça s'est soldé par 145 morts. Là, pour le coup, et que le gouvernement vénézuélien ne souhaite pas que ça se reproduise, ce qu'on va appeler la répression, oui, qui est une répression, elle a été immédiate, puisque, y compris, il y a eu un concours de chiffres entre le gouvernement vénézuélien et les organisations dites de défense des droits de l'homme, où le gouvernement vénézuélien a annoncé plus d'arrestations que les organisations qui dénonçaient ces arrestations, hein, puisqu'il y a eu environ 2000 arrestations. Il y a déjà un certain nombre de jeunes qui ont été relâchés depuis. Et d'une certaine manière, ce qui a été très intéressant à regarder, c'est qu'il y a eu cette vague de violence le premier jour, le 28 juillet, y compris alors ensuite avec mal, là je n'ai pas assisté, mais avec des attaques d'écoles, des attaques de centres de santé, des destructions de matériel, donc des attaques extrêmement violentes, et que immédiatement le gouvernement a coupé court et que le lendemain c'était déjà plus calme et qu'au bout de 3 jours il n'y avait plus rien. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier jour où tout Caracas était paralysé, tout était fermé. Le deuxième jour, les quartiers de la bourgeoisie, pour ceux qui connaissent Caracas, Altamira, Chacao, Chacaito, les commerces étaient fermés, mais à l'ouest, dans les quartiers populaires, les commerces commençaient à réouvrir. Et puis le troisième jour, tout était ouvert partout. Ouais. Que donc la vague de violence qui était prévue, parce qu'elle était prévue. Elle était prévue, pourquoi est-ce que je dis qu'elle était prévue? D'abord parce qu'on le savait depuis longtemps, mais aussi parce que le jour même, c'est-à-dire le 29 juillet, le lendemain de l'élection, Edmundo González, le fameux président élu avec 70% des voix, se réfugie d'emblée dans l'ambassade des Pays-Bas. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va se passer quelque chose. Et il sait qu'il va se passer quelque chose de grave, et il se met à l'écart immédiatement. C'est-à-dire qu'il est évident que, et y compris, je vais peut-être vous surprendre, mais Edmundo González, c'est un pauvre couillon. Il s'est laissé embarquer dans une histoire qui l'a dépassé complètement et il s'est rendu compte d'un seul coup qu'il s'allait se retrouver dans une situation extrêmement compliquée parce qu'effectivement, c'est lui le président élu et c'est lui qui va être poursuivi. Et donc, dès le 29 juillet, il se réfugie dans l'ambassade des Pays-Bas et puis ensuite il passe dans l'ambassade d'Espagne et il demande à partir pour l'Espagne pour échapper aux poursuites qui sont lancées contre lui. Je peux pas te laisser dire ça, pauvre couillon, sur cette chaîne des gorilles, Maurice. Je me dois de modérer, je suis désolé. En tout cas, je vais dire, moi qui suis plus Alors, modéré que Maurice on va dire Lemoine, un idiot utile, un idiot utile. inutile, mais surtout, c'est un vieux monsieur qui est Mais oui, malade mais et oui. qui suit un traitement et qui sait très bien qu'à un moment donné, s'il continue à être la tête de cette opposition violente, et c'est ce qui s'est passé par la suite, il va avoir soit le choix d'aller en prison avec des difficultés pour suivre son traitement, soit un exil doré. Bon, ben, il a choisi l'exil doré, voilà. Alors Mais avec, si on regarde la situation avec humour, puisque pour le moment ça se passe pas trop mal, à part les relations avec la communauté internationale sur lesquelles on va peut-être revenir, justement, c'est le thème. c'est qu'il y a évidemment dans cette histoire, faut quand même le dire, lorsque l'opposition au Venezuela a appris qu'Edmundo González était dans un avion pour l'Espagne, c'est tout son monde qui s'est effondré. C'est-à-dire qu'un certain nombre se sont rendus compte, un, qu'on s'était foutu d'eux, deux, d'autres se sont sentis trahis, et puis la femme forte de l'histoire, Maria Corina Machado, qui manifestement n'a pas été prévenue qu'Edmundo González allait partir, se retrouve toute seule, sans son président autoproclamé. Alors, on verra si ensuite on a un président en exil, mais d'une certaine manière, le problème pour Maria Corina Machado, c'est que Edmundo González, qu'un certain nombre de gens considèrent comme le président élu, échappe à son contrôle, parce qu'il était sous son contrôle, et maintenant il va être sous le contrôle d'un certain nombre de gens qui sont déjà à Madrid, qui s'appellent Leopoldo López, qui s'appellent Antonio Ledesma, et qui, eux, vont récupérer la situation de ce président en exil. C'est-à-dire que l'opposition se retrouve dans un imbroglio qui, si elle n'avait pas l'appui de la communauté internationale, entre guillemets, c'est-à-dire d'une cinquantaine de pays, la rendrait totalement ridicule, tout Oui, simplement ridicule. et puis ce qui est encore plus drôle, c'est exact ce que tu viens de dire, c'est qu'à Madrid, Edmundo González, ben, sous la pression de Leopoldo López, Antonio Ledesma, donc toute cette extrême droite radicale qui réside à Madrid,
Et ce qui veut dire que Maria Corina Machado ne va pas avoir son pantin sous la main. Et Et on, voilà. fois les dissensions de l'opposition vont ressurgir. Pourquoi ces dissensions parmi ces personnes? C'est des raisons économiques. C'est qui va être le leader qui va recevoir et canaliser, centraliser les millions de dollars de l'aide américaine et états-unienne pour la déstabilisation. Ça a été du temps de Guaido, Monsieur Leopoldo Lopez. Durant 4 ans, 5 ans, ils ont pillé les actifs du Venezuela. Maintenant, visiblement, ça devrait être au tour de Maria Corina Machado, mais rien n'est joué, encore une fois. Voilà. Alors, je voudrais juste, c'est vrai que on n'en parle pas, donc je, que Maurice a eu des témoignages sur des gens payés pour aller brûler des maisons, des immeubles, des symboles de l'État, etc. C'est pas nouveau, hein. La CIA fait ça depuis Non. 70 ans. Mais quand même, moi aussi, j'ai eu des témoignages, notamment d'une amie qui a sauvé la vie d'un de ces gamins un jour où elle sort de chez elle un soir pendant l'opération Guaido et elle voit un gamin de 13 14 ans, un pistolet en train de trembler. Et elle et son mari, qui était policier, alors il n'était pas actif, le prennent, le désarment, lui donnent à manger et lui disent: Mais pourquoi tu fais ça? Et le gamin a dit: On n'a pas mangé à la maison. Et donc, ils lui ont donné des sacs de riz, de machin, etc. Et le lendemain, ils l'ont raccompagné chez lui. Il y avait eu un affrontement entre ces gamins et la police. Et il y avait une série de 7 corps sous des draps. Et la copine lui disant: Tu vois, le huitième, ça aurait dû être toi. Ne fais pas ça, ne te laisse pas acheter. On va essayer de résoudre le problème économique de toi et de ta famille, mais ne tombez pas là-dedans. Et puis l'autre, c'est encore pire parce que c'est un gamin que j'ai connu. euh, 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 que j'ai connu quand il était vraiment gamin, quand il avait 12 ans, etc. Et durant les, les Guarimba de 2017, son rôle, parce qu'il a été arrêté, et d'ailleurs avec les parents essayaient de demander de l'aide partout, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte de ça. En fait, son rôle, c'était tous les matins il allait voir la personne du crime organisé qui gérait les barricades, qui lui remettait un sac de captagon et de drogue, marijuana, cocaïne, et il devait faire le tour des barricades pour aller répartir la drogue. Vous voyez, donc euh, extrêmement contrôlé. Voilà, voilà. Bon, bref. Alors, Attends, attends, si tu me permets, je rajoute un point sur la répression de l'opposition qui conteste la victoire de Nicolas Maduro et qui estime qu'elle a été trahie dans des urnes. C'est qu'au moment des premières arrestations, il y a eu évidemment les jeunes qui ont été arrêtés ont comparu devant les tribunaux et est sorti un chiffre au départ qui d'ailleurs a peut-être évolué, c'est que 64% d'entre eux n'avaient pas voté. hmm. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était pas des jeunes qui venaient défendre leur vote, c'était des jeunes effectivement qui avaient été récupérés pour aller manifester et aller créer de la violence. Alors, il y a eu ça, donc ça, évidemment, on comprend. Il y a eu aussi toute une série où les forces de police ont réagi pour éviter de propager les messages de haine sur les réseaux sociaux. Messages de haine qui ont amené le gamin de 13 ans à aller tuer la chaviste du quartier à coups de poignard, non? Et effectivement, là, il y a eu un contrôle des réseaux dans lequel les personnes qui disaient il faut aller tuer un tel, etc., qui balançaient l'adresse sur les réseaux sociaux, avaient l'agréable surprise de voir la police débarquer à 3 heures du matin et les embarquer. Voilà. Euh, il y a eu plusieurs personnes. Et alors, généralement, les personnes fondaient en larmes. Oh, c'est pas ce que je voulais faire, etc., etc. Alors évidemment, ces personnes-là ne seront pas traitées de la même manière que les personnes qui ont attaqué les forces armées à coups de pistolet. On est bien d'accord. Quand il y a eu des personnes qui ont été transférées dans des carcelles de haute sécurité, c'est pas les Twitteros, hein, c'est pas les gens de la communauté Twitter. Mais même ça a fait débat au sein des chavistes avec qui j'ai pu discuter. Alors là, chavistes, hein, pas d'opposition. Mm. Certains étaient d'ailleurs pas pour, oh, ça reste Twitter. Et d'autres disaient, bah, il faut quand même leur faire peur parce que sinon on va voir surgir des monstres comme le gamin de 13 ans qui vont venir nous fusiller, etc. Enfin, l'État n'a pas laissé une possibilité de se répéter les scénarios violents des années passées. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Scénarios violents qui ont mis en deuil le pays et qui ont évidemment été des violations des droits de l'homme de la communauté nationale vénézuélienne pour laquelle ne se préoccupent absolument pas les multinationales des droits de l'homme comme Amnesty, Human Rights Watch, etc. Voilà. Petite parenthèse fermée.
Et je voudrais revenir, pour avancer un peu, sur la sanction du Tribunal suprême de justice, de la Cour suprême. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça consistait en quoi l'enquête? Bah, je veux dire, elle a demandé d'abord à tous les candidats de se présenter et de présenter leurs procès-verbaux. Elle a ensuite établi une comparaison entre les procès-verbaux et le résultat dans les machines. Alors, il faudrait revenir, mais ça a été fait 10 000 fois, expliquer comment fonctionne le système électoral au Venezuela, hein, qui est un système électronique dans lequel on vote, dans lequel on reçoit un papier qui est le récipicé de son vote, qu'on met dans une urne, et que ensuite le soir, dans 50 ou 54% des cas, on compare que ce qu'il y a dans les urnes correspond bien au résultat de la machine. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais le tribunal suprême de justice, il a fait ces comparaisons, je veux dire, entre les procès-verbaux que lui ont remis 8 des 10 candidats, hein, j'ai compris Nicolas Maduro, puisque les procès-verbaux, ils ne sont pas secrets, ils sont remis aux assesseurs à la fin de la journée, et puis il a établi qu'il n'y avait pas d'anomalie. Alors, je ne peux pas vous garantir, moi, à 100% que Nicolas Maduro a gagné, puisque nous, on n'a pas vu les procès-verbaux. Mais jamais on a vu les procès-verbaux dans une élection au Venezuela. Il y a un Conseil national électoral qui est reconnu comme une institution sérieuse, y compris Oui. en d'autres temps par le centre Carter. Et dans aucun pays du monde, on ne présente tous les procès-verbaux à la fin d'une élection. Enfin, je veux dire, là, on est dans une manœuvre consistant, alors, et y compris le gouvernement vénézuélien, Nicolas Maduro, s'il ne présente pas les actes, c'est aussi parce qu'il ne supporte pas qu'on considère les institutions vénézuéliennes comme des institutions d'une république bananière. Hein, c'est-à-dire qu'il y a Oui. des institutions, on les respecte, point. Exactement. Et en plus, alors moi j'ai eu j'avais demandé aussi à des personnes du parti politique du PSUV, des responsables du parti politique du PSUV, effectivement, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous a amené, quelle a été la réflexion pour ne pas publier les procès-verbaux de la même manière que euh, Maria Corina Machado publie des procès-verbaux qui, selon certains informaticiens, 83% ont été falsifiés. Et la réponse a été très simple. Ils m'ont dit, mais parce qu'on les aurait publiés, on nous aurait dit qu'ils étaient faux. Et on ne peut Bien pas sûr. publier. Il faut qu'il y ait une institution de l'État qui valide tout ça. C'est pas un parti politique de décider du résultat d'une élection. Ça se voit qu'au Salvador. Lorsque le dimanche de l'élection, M. Bukele annonce sa réélection et que les résultats officiels tombent un mois et demi après. Et personne n'a demandé à Bukele les actes, les procès-verbaux, ni quoi que ce soit. C'est lui-même qui annonce sa propre élection. Bon, voilà. Donc, le PSUV a tout misé sur l'institutionnalité du Venezuela. Alors, Maurice, tu as parlé tout à l'heure du centre Carter qui reconnaissait l'élection, enfin le système électoral du Venezuela, qui n'a pas changé, hein, je répète, qui n'a pas changé depuis 2010. La dernière modification à la loi électorale est 2010. Donc c'est cette même loi électorale et ce même système qui a permis à l'opposition de gagner des mairies, de gagner des présidences de région et de gagner l'Assemblée nationale en 2015. Voilà. En revanche, le centre Carter, cette fois-ci, a émis des doutes, n'a dit que l'élection n'avait pas respecté les standards démocratiques, alors sans jamais mentionner le blocus, évidemment, ça pour eux c'est normal, évidemment. Et puis aussi une certaine mission de l'ONU, donc qui n'est pas il n'y a pas eu, c'est pas le Conseil de sécurité ni l'Assemblée générale hein, qui ont condamné ou que ce soit, ce sont des envoyés qui appartenaient à l'ONU. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de cela? Qu'est-ce qui a changé dans le centre Carter, à part Ah, la... alors là, oui, ça c'est un aspect compliqué, parce que la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement les a invités? Bon. Alors, le gouvernement a invité un certain nombre d'observateurs internationaux parce que ça a été prévu, ça a été signé dans l'accord de la Barbade. Il y avait à l'origine, y compris dans ces observateurs, l'Union européenne. L'Union européenne devait envoyer des observateurs et relativement récemment, le gouvernement vénézuélien a annoncé qu'il ne souhaitait plus avoir la présence de ces observateurs européens, ce qui a fait dire à un certain nombre d'opposants à Maduro que les accords de la Barbade n'étaient pas respectés. Mais
Si le gouvernement vénézuélien a refusé de recevoir des observateurs de l'Union européenne, c'est parce que l'UE avait annoncé qu'elle maintenait les sanctions et qu'elle maintiendrait les sanctions jusqu'après l'élection. C'est-à-dire, en gros, le message c'était on maintient les sanctions et on les supprimera uniquement si Maduro ne gagne pas l'élection. Et puis, c'est un petit peu comme si l'arbitre d'un match de football distribuait des cartons rouges avant le match. Normalement, une équipe pourrait refuser de participer au match. Alors, le centre Carter, ben, c'est plus le centre Carter du président Jimmy Carter, président démocrate des États-Unis, qui a été effectivement dans la tripotée de présidents aux États-Unis, l'un des moins agressifs par rapport à la gauche latino-américaine. Et il se trouve que quand on observe ce qu'a fait le centre Carter, c'est d'abord très, très surprenant. Ils viennent pour observer et ils partent au bout de 2 jours. C'est-à-dire qu'ils observent, il y a une polémique et ils partent immédiatement. Et immédiatement, ils sortent un rapport qui est assez stupéfiant parce que, y compris s'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement de Nicolas Maduro, il est de notoriété publique que le gouvernement de Maduro et le Conseil national électoral expliquent qu'il y a eu une attaque informatique sur le système du CNE et le rapport du centre Carter ne mentionne même pas cette information. De sorte que on peut considérer qu'ils n'ont pas fait leur travail sérieusement et qu'on pourrait presque prévoir, on pourrait presque dire que leur rapport il était prévu à l'avance. Hein. Surtout que Dans c'est dans un la rapport mesure, politique et pas du tout voilà, technique. et dans Pas la du tout mesure, technique. D'ailleurs, il ne parle pas de fraude électorale, hein, soyez non, non, c'est un rapport politique. voilà, et dans la mesure où le centre Carter à l'heure actuelle, je ne sais pas comment c'était il y a quelques années, il est financé par l'USAID, hein, qui est le bras, j'allais dire, le bras armé du gouvernement des États-Unis. Ensuite, dans les observateurs, on a Sandra Carter. Il y a des observateurs dont personne ne parle, c'est quand même assez surprenant, qui appartiennent à un organisme qui s'appelle le CELAA, le Conseil latino-américain des experts électoraux, qui est composé d'experts qui ont été présidents de conseils nationaux électoraux dans leurs pays respectifs. Hein, latino-américain bien souvent, comme celui de Colombie, etc., qui lui a fait un certain nombre de déclarations disant que l'élection présidentielle au Venezuela s'était déroulée dans des conditions normales et qui ne remettent pas en cause le résultat de cette élection. Et paradoxalement, personne ne parle d'eux. Oui, alors, tu vas me dire, oui, mais enfin, ça va être, ils vont inviter certainement les représentants des conseils nationaux électoraux de Cuba, de Nicaragua, de la Mais Bolivie, non, de mais leurs non, mais amis. Pas non, du tout, hein. Pas non, du pas tout. du tout. C'est des Je gens, sais c'est à des acteurs de la Colombie, mais pas d'il y a plusieurs années, y compris. Et je voudrais ajouter que le CELA, donc ces grands experts qui savent de quoi ils parlent, à la différence de la plupart des journalistes qui ont écrit sur le sujet du Venezuela, ont aussi participé à l'enquête du tribunal suprême de justice. Hmm, exact. Non, non, tout à fait exact. Donc en fait, cette histoire d'observateur, là encore, on a un peu alors moi, je suis pas on n'est pas des complotistes. Mais enfin, il existe des complots. Il existe euh, et manifestement, les observateurs n'ont pas été, enfin, en tout cas, ceux qui sont cités avaient pour objectif de délégitimer l'élection du présidentielle au Venezuela. C'est à peu près évident. Et après, évidemment, ça va permettre à un certain nombre de pays d'embrayer. Alors, avec parfois des surprises, hein, il y a eu un concours dans les pays d'Amérique latine pour savoir quel est celui qui complérait le plus vite à Washington. Et le concours, il a été gagné par le président Gabriel Boric du Chili, puisque à 6h30 le 29 juillet, à 6h30 du matin, il fait une déclaration sur Twitter disant les élections au Venezuela ne sont pas crédibles. Alors, il y a absolument, à ce moment-là, absolument aucun élément qui permet de dire les élections ne sont pas crédibles. Et puis ensuite, bah, va suivre un certain nombre de pays d'Amérique latine qui sont gouvernés par la droite. Et puis on va avoir, alors la surprise du chef, c'est effectivement, il y a 3 pays qui vont se proposer comme médiateurs, qui sont des gouvernements de gauche, hein, le gouvernement de Lula au Brésil, Gustavo Petro en Colombie et Andrés Manuel López Obrador au Mexique, et qui très vite vont avoir une attitude qu'on peut qualifier d'ambiguë,
puisque eux aussi, comme les États-Unis, comme l'Union européenne, vont réclamer la publication de l'ensemble des procès-verbaux. Bon, ce qui nous ramène au petit sketch que je vous ai fait au départ, où je vous ai expliqué qu'au Brésil, ça ne s'était pas du tout Ah passé ouais. comme ça, alors que Bolsonaro contestait l'élection. Alors, ce qu'on sait avec certitude, c'est que tout ça démarre d'une conversation, d'appel téléphonique du gouvernement des États-Unis, de Biden, directement à Lula et à Il y a Petro. Et en réalité, c'est les États-Unis qui veulent pas apparaître au premier plan, qui demandent, ou en tout cas qui incitent, Lula en particulier, à intervenir comme, entre guillemets, médiateur. Oui, alors pour vraiment préciser, parce que mais c'est important, le Mexique va se retirer très rapidement Voilà, de c'est cette décidé. ce triumvirat en disant il faut respecter les institutions vénézuéliennes. Si la Cour suprême a fait son enquête et a déclaré Maduro, alors nous respectons cela et le Voilà. Mexique se retire. Mais les deux autres, non. Non. Lula Ouais. qui va demander les procès-verbaux, voire même de nouvelles élections, alors que lui est pas du tout passé par là, ou Petro qui demande un gouvernement d'union nationale dans lequel Maria Corina Machado participerait avec le chavisme, alors que Petro dénonce un coup d'État contre lui, on appelle le président Petro hein, à gouverner avec les Ouribis et avec les paramilitaires, à les appeler dans son gouvernement. Évidemment, il n'en est rien. Hein. Il faut toujours conseiller aux autres ce qu'on n'applique pas chez soi. Le Mexique s'est retiré hein, de ce Mhm. là. Et donc, Après, évidemment, les questions qu'on se pose, parce que c'est des présidents pour lesquels on a du respect, qui, y compris dans leur pays, se battent, mais il y a plusieurs éléments. Premier élément, c'est qu'effectivement, il faut, d'une certaine manière, complaire à Washington, c'est-à-dire ne pas apparaître comme des radicaux. Deuxième élément, c'est que ces deux chefs d'État, Petro et Lula, sont dans une situation un peu compliquée dans leur pays respectifs. C'est-à-dire que Lula, pour être élu, il a dû passer une alliance avec la droite. Hein. Son vice-président est un homme de droite, Gérard Wacmin. Gustavo Petro n'a pas de majorité. Il est obligé en permanence de négocier avec le centre pour faire passer des réformes qui sont des réformes importantes. Et donc, s'ils apparaissent comme des présidents qui défendraient le Venezuela, qui défendraient le chavisme, ils se mettent dans une situation compliquée par rapport à leurs alliés qui ne sont pas des amis. Donc là, il y a toute une dimension de politique intérieure qui fait qu'ils se positionnent avec beaucoup de prudence. Mais quand je dis beaucoup de prudence, ce n'est pas une prudence par rapport au Venezuela, parce que par rapport au Venezuela, leur position n'est pas défendable. N'est pas défendable. Je veux dire, ils n'ont aucune légitimité, d'ailleurs, à imposer au Venezuela pour ce que tu as dit, qui est absolument aberrant. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'improvisation et que maintenant, ils se retrouvent coincés. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'emblée en disant, bon, on va y aller, qu'ils n'ont pas compris que le Venezuela est un pays souverain. Ils n'ont pas compris que le Venezuela subit une agression maintenant depuis des années et qu'il est plus décidé à transiger. Ils n'ont pas réfléchi 2 minutes au fait qu'effectivement, proposer une cohabitation n'avait strictement aucun sens, c'est absolument ridicule. Et ils se retrouvent maintenant coincés avec évidemment une difficulté pour se déjuger. Et donc, manifestement, ce qu'on voit se profiler, c'est qu'évidemment, ils ne reconnaissent pas Edmundo González comme le vainqueur de la présidentielle, et ils vont s'en tirer en disant on reconnaît ni l'un ni l'autre. Bon. Ce qui, évidemment, donne des billes à ceux qui, aux États-Unis et au sein de l'Union européenne, évidemment, vont s'emparer de cet argument pour dire, vous voyez, et on- d'ailleurs on le perçoit tous les jours, vous voyez, même la gauche prend ses distances avec le Venezuela. Il faut dire que la gauche a défracturé. La gauche a défracturé, y compris alors Maduro réagit avec une certaine prudence. Il a réagi d'une manière évidente avec le Brésil en retirant au Brésil la protection de l'ambassade d'Argentine. Alors, il faut rentrer un petit peu dans les détails, mais c'est vrai que suite aux déclarations de Milei, le Venezuela a rompu les relations diplomatiques avec l'Argentine.
Et il se trouve que le Brésil s'est proposé pour maintenir une présence dans l'ambassade argentine. Et le Venezuela vient de dire au Brésil qu'il n'était plus souhaitable qu'il s'occupe de l'ambassade d'Argentine. Donc là, il y a une réaction assez vive. Par rapport à la Colombie, on est plus dans une opération de charme de Maduro qui met en évidence en permanence la collaboration, le relancement du tourisme, le relancement des relations commerciales. Mais c'est vrai aussi que la Colombie a davantage besoin du Venezuela. Oui, Euh, c'est c'est une autant, opération de charme. Je ne sais pas aussi si j'aurais utilisé ce mot-là non plus, mais parce que... si, 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 si. Non, non, on le voit. En fait, il y a toute une série de réunions sur l'amplification des relations commerciales, des relations touristiques. Non, 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 il y a une opération entière, mais aussi la situation est différente. Le Brésil n'a pas besoin du Venezuela. La Colombie a besoin du Venezuela parce que le Venezuela est partie prenante, en particulier dans les négociations de paix du gouvernement de Petro avec les divers groupes armés, l'Armée de libération nationale, etc. Le Venezuela prête son territoire pour les négociations. Le Venezuela est très présent. Donc, Petro ne peut pas trop prendre le risque de se fâcher avec le Venezuela, alors que Lula, d'une certaine manière, est le président d'une puissance régionale, qu'il a toujours revendiqué d'ailleurs, et peut-être avec un peu de prépotence, comme on dit en espagnol, L'arrogance euh, français. d'arrogance, à considérer que le Venezuela devait finalement se plier à la décision du sage qu'il est considéré, qu'il est censé être. Donc voilà, on est dans cette situation un peu compliquée, un peu paradoxale. La réaction la plus vive, la plus brutale, ça a été celle du Nicaragua, qui a rompu les relations diplomatiques avec le Brésil pour défendre le Venezuela. On Bon. est dans des grands classiques latino-américains. Ouais. Ouais, grand classique qui empêche, à mon sens, le sous-continent de se développer depuis 50 ans, ce genre d'affrontement interne avec la présence des États-Unis. États-Unis, dont on reparlera bien évidemment, puisque c'est la clé de voûte, hein. Moi, je voudrais dire un petit mot, effectivement, sur le Brésil et la Colombie. Alors surtout sur le Brésil en fait, parce que la Colombie, c'est pas très sérieux. La Colombie, elle suit le Brésil. Le président Petro n'a pas la capacité institutionnelle de faire une politique d'État par rapport au Venezuela, non. Quand Petro dit de toute façon la frontière est ouverte pour nos frères vénézuéliens s'ils veulent venir, etc. Petro ne contrôle pas les frontières de son pays. Elles sont aux mains des groupes armés, paramilitaires, cartels du Golfe. ELN, groupe guérillero, groupe narco, Petro ne contrôle pas les frontières de son pays. Donc voilà, ce genre de déclaration sur Twitter, hein, Petro ne contrôle pas non plus le ministère des Affaires étrangères colombien. Donc on est sur une diplomatie Twitter. Bon, on va laisser ça de côté. Par contre, ce qui est vrai, c'est que là, il n'y a pas énormément de grands résultats sur le gouvernement Petro par rapport à l'espoir qu'a suscité son élection et que le pilier de ces propositions, qui était la paix et faire une paix durable et juste en Colombie, dépend du Venezuela et de la stabilité du Venezuela. Si le Venezuela perd sa stabilité, la guerre reprend en Colombie de plus belle. Donc, voilà, là, voilà pour la Colombie. Pour le Brésil, c'est un peu différent. Comme l'a dit Maurice, il y a une espèce, alors moi je dis oui, je ne sais pas si le mot c'est arrogance ou prépotentia, mais de volonté du Brésil d'être un sous-empire continental, d'être la puissance qui domine dans la région, sauf que la Brésil n'est pas la Chine et n'est pas la Russie. Il n'y a pas une sphère d'influence brésilienne en Amérique du Sud. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas vrai. Politiquement, c'est pas vrai. Militairement, c'est pas vrai non plus. Alors ils essayent en ce moment économiquement d'avoir plus de prépondérance, notamment avec la construction de 5 routes d'intégration pour l'Amérique du Sud, 2 routes passant sur l'ouest, 2 par le sud et une par le nord. On va s'attarder sur celle du nord puisqu'elle traverse toutes les Guyanes, non, et débouche sur le Venezuela en passant par la Guyana Esequibo, dont il manque 400 kilomètres de route à construire. Quel est l'objectif de cette route, en plus de favoriser le commerce, etc., c'est de contrôler le trafic d'or. Le Brésil en a marre que, justement, via les Guyanes, l'or ponctionné sur les ressources naturelles du Brésil s'en aille sans qu'il puisse en avoir recours. Et donc, cette route est aussi une manière pour le Brésil d'être présent sans être présent et de contrôler le trafic d'or. Il manque 400 kilomètres sur les Équibos, et les Équibos, c'est un territoire que le Venezuela revendique au Guyana voisin.
En décembre, le Venezuela a fait un référendum dans lequel les Vénézuéliens se sont prononcés quasiment pour l'annexion. Et ça, on va dire, fait ressurgir de vieilles tensions avec la possibilité pour les États-Unis de revenir s'installer dans cette région-là. Non? Alors, ils sont présents, mais revenir s'installer de manière institutionnelle avec l'accord du gouvernement du Guyana. Et ça, Lula, c'est inacceptable pour lui parce qu'il a justement la volonté de contrôler ça. Avec des États-Unis présents et des bases militaires dans les Équibos, son plan de route pour contrôler le trafic d'or vole en éclats, hein. Ça ira dans la poche ou à la réserve fédérale des États-Unis. Donc, effectivement, là, il y a ça se bat avec le Venezuela. C'est moins fluide, on va dire, qu'il y a quelques années. Alors, après, évidemment, il y a eu des pics lancés par Maduro, lancés par Lula, etc. Et puis surtout, il y a eu quelque chose qui, moi, et je pense qu'on y viendra aussi quand on parlera des États-Unis, mais il y a eu il y a une bataille, hein, pour l'hégémonie au sein du monde multipolaire. Il faut se rappeler que Lula avait proposé que l'Argentine rentre dans les BRICS. Or, avec l'élection de Milei, l'Argentine a dit non merci. Donc c'était un camouflet pour Lula. Il a donc changé son cheval de bataille et aujourd'hui il propose la Colombie. Mais le cas de figure que l'Argentine. Si demain Petro perd les élections ou est renversé par un coup d'État, les personnes qui vont prendre le pouvoir en Colombie sont les derniers mohicans de l'impérialisme états-unien et du néolibéralisme et se retireront certainement des BRICS. Et c'est là où il faut lire la déclaration de Vladimir Poutine au lendemain de l'élection, où évidemment Poutine, comme de nombreux pays, je crois qu'ils sont aujourd'hui entre 60 et 70, à déjà avoir reconnu Nicolas Maduro avant le 10 janvier, où il y en aura bien entendu plus. Et Poutine non seulement reconnaît l'élection, mais invite Maduro au sommet des BRICS à Kazan le 22 octobre prochain. C'est-à-dire, grosso modo, il est en train de dire au Brésil, t'es pas maître chez toi, mon petit coco. Moi, j'invite qui je veux et j'invite ton voisin. Donc là, il y a aussi des rapports de force géopolitiques qui passent bien au-delà de l'élection au Venezuela. Et on va voir, moi je ne pense pas, peut-être que je me trompe d'ailleurs, on va voir qui sera admis, hein, au prochain sommet des BRICS. Kid du Venezuela qui en a fait la demande ou de la Colombie qui est proposé par le Brésil. Ce jeu-là, en fine diplomatie, détermine aujourd'hui la position du Brésil. C'est un peu dire, au Brésil, il va falloir que tu fasses ton choix et arrêter d'être à cheval entre Washington et la défense du monde occidental et la défense du monde multipolaire. Je ne dis pas la défense du monde occidental, mais plus l'unipolarité et l'hégémonie des États-Unis et de ses satellites occidentaux, ou la construction d'un monde multipolaire. Là, il y a une pression diplomatique. Voilà. Alors, bah, du coup, ça m'amène à la question suivante qui coule de source. Les États-Unis, quelle a été leur position et quelles sont que tu vois les prospectives, la perspective des États-Unis dans la région. Alors, je m'excuse aussi par rapport à nos auditeurs. On est peut-être un peu long, mais au moins on va faire le tour de cette affaire-là. Parce que c'est important. Donc là, on a eu tous les tenants et les aboutissants qui vous permettront de vous faire votre propre idée encore une fois. Oui, bah, bon, bah, les États-Unis demeurent des États-Unis. Alors, ils ont évidemment toujours, c'est eux les maîtres du jeu, non pas par rapport au Venezuela, mais par rapport à l'opposition vénézuélienne. Dans un premier temps, c'est eux qui sont intervenus pour convaincre, avec une certaine autorité, la droite radicale vénézuélienne qu'il fallait participer aux élections. Je rappelle que jusqu'à présent, elle s'abstenait, ce qui a permis au chavisme, au PSUV, de gagner très largement les dernières législatives en 2020. Donc les États-Unis sont intervenus pour dire à l'opposition, maintenant il faut que vous rentriez dans le jeu démocratique, étant entendu, là, c'est ce qui a pas évidemment été dit, c'est qu'on fait en sorte que Maduro, dans le cadre de ces élections démocratiques, perde. Il n'est évidemment pas question qu'il gagne. Ensuite, bah, je veux dire, ils accordent
leur appui, leur soutien à Maria Corina Machado. On l'a vu en particulier lorsque Maria Corina Machado s'obstinait à vouloir se présenter alors qu'elle était inéligible, alors que l'opposition était inquiète et que Manuel Rosales, le gouverneur du Zulia, finalement s'était présenté en disant on ne peut pas laisser de vide. Et là, on a eu immédiatement une pression des États-Unis pour qu'il se retire et pour que finalement, ça soit non pas Maria Corina Machado, mais ses protégés, d'abord Corina Yoris, puis Edmundo González, qui se présentent. Alors la situation est un peu compliquée pour les États-Unis parce que d'une certaine manière, si leur position a évolué, alors c'est évidemment parce qu'ils ont constaté que l'opération Guaido, c'est-à-dire cette histoire de fou consistant à inventer un président autoproclamé, Juan Guaido, n'avait pas fonctionné. C'est alors surtout une opération de Donald Trump. Deux, que les sanctions finalement, certes, avaient causé de graves dommages au Venezuela, mais n'avaient pas fait tomber Maduro. Et que la nouvelle situation géopolitique mondiale du fait de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et s'est rajouté là-dessus les affaires du Proche-Orient avec Gaza et Israël, impliquait que l'industrie pétrolière vénézuélienne revienne sur le marché. Donc ils ont très partiellement allégé les sanctions, et il se retrouve dans une situation un peu compliquée parce qu'on est maintenant à 2 mois de l'élection présidentielle aux États-Unis, que le camp démocrate ne peut pas trop se permettre d'avoir, par exemple, une augmentation des prix de l'essence à la pompe. Et donc, on le voit, puisqu'ils viennent de prendre des sanctions contre Nicolas Maduro à la suite de l'élection. Ils ont sanctionné 16 alors je ne sais pas comment ils appellent ça, 16 alliés de Maduro, qui sont la présidente du tribunal suprême de justice, qui sont le président du Conseil national électoral. Mais pour le moment, ils ne sont pas revenus sur l'exemption qui est faite à Chevron, en particulier la multinationale, de exploiter du pétrole au Venezuela. Ils ont annoncé que eux, par exemple, en particulier, ils reconnaissaient le Mundo González. Je suis incapable de dire, à 2 mois de l'élection présidentielle aux États-Unis, ce qui va se passer. Vraisemblablement, il ne va rien se passer de capital avant l'élection. Et ensuite, en fonction du vainqueur, Kamala Harris ou Donald Trump, ils prendront peut-être une orientation plus affirmée. Pour le moment, on est dans on ne reconnaît pas Nicolas Maduro, on sanctionne, mais symboliquement. Et puis, c'est le grand vide, parce qu'en réalité, ils savent très bien, ils sont parfaitement conscients qu'ils ne peuvent pas se relancer dans une opération Guaido de zéro en soutenant un président autoproclamé qui en plus est en Espagne. Donc c'est une stratégie qui a échoué. Après, est-ce que les États-Unis sont toujours rationnels? Ça, c'est une autre question. Ouais, il y a aussi deux thèmes qui sont importants. Ah, il y avait l'immigration. Il y a l'immigration, Exactement. évidemment. Oui, non, non, mais Les bien sûr. migrants. Si, alors vas-y, continue, vas-y, parce que tu es parti dessus et c'est, on va dire la même chose. Donc, c'est toi qui as commencé. Tiens, prends la patate chaude, tu sais. Non, les migrants qui sont devenus aussi un nouveau sujet politique au Venezuela. Parce qu'on parle de, on va dire, 5 millions de migrants. Alors, le pouvoir chaviste en reconnaît 3, l'opposition en reconnaît 7. Poum, on a coupé la part en deux, on va dire 5, ce qui est à peu près, à mon sens, le chiffre qui s'approche de la réalité, ce qui est évidemment énorme, hein. Alors, cette migration, elle est causée par les conséquences sociales et économiques du blocus criminel. C'est des gens qui ont été poussés dehors à chercher une vie meilleure parce que les États-Unis, avec le blocus, avaient cassé les conditions de vie à laquelle ils étaient habitués pendant les 10 années précédentes avec Hugo Chavez et le début du mandat de Nicolas Maduro. Et donc, c'est devenu un sujet à part, en fait, un sujet politique, hein, à part qui évidemment, comme toute migration, hein, il n'y a pas besoin d'aller à cette vénézuélien, hein. Je prends mon cas personnel, a tendance à idéaliser un pays qui n'a jamais existé et se donner aussi les justifications de sa migration. Et donc, ça donne un corps politique qui est composé en grande majorité, mais pas que, hein, par des migrants qui étaient déjà d'opposition avant de partir, mais pas que, hein.
et qui réagissent et comprennent le pays avec les critères qui étaient valides il y a 10 ans. Donc c'est particulier. Évidemment, ils ne le votent pas. Ça a été, d'ailleurs, on a vu des manifestations dans certains pays, à Madrid, par exemple, enfin, en Espagne, à Madrid, ou à Lima, au Pérou, où il y avait plus de monde manifestant qu'à Caracas. C'est peut-être paradoxal, mais c'est comme ça. Donc voilà, cette migration, il faut bien comprendre que depuis un an et demi, elle remonte. C'est-à-dire si au début, elle a été essentiellement dans les pays voisins, en Amérique latine, aujourd'hui, elle a tendance à remonter aux États-Unis. Vous voulez un exemple concret? Je vais vous en donner un. Selon les chiffres officiels, pour l'année 2023, il y a 253 000 Vénézuéliens qui sont partis du Pérou. Voilà. 90% de ces gens-là migrent au nord. Vous avez dû voir et entendre, je recommande d'ailleurs un très bon documentaire sur le passage du Darien, un documentaire, je crois, de France 2, qui a montré l'horreur du passage du Darien, qui est la frontière dans la jungle entre la Colombie et le Panama, et qui, euh, pendant des années, était impraticable parce que, il y avait guérilla, narco-paramilitaires, etc., et qui, depuis quelques temps, depuis 3 ans, 4 ans, est le lieu de passage de la migration. Pas seulement vénézuélienne, mais latino-américaine, parce que aux 253 000 Vénézuéliens qui sont partis du Pérou, il faut ajouter 400 000 Péruviens qui eux aussi sont partis du Pérou et qui vont vers le nord, non, aux États-Unis. À ça, il faut ajouter 100 000 Équatoriens, etc., etc. Et cetera. Et cette route-là, qui est une nouvelle route, évidemment, alors il faudrait voir pourquoi, qui suit les routes, évidemment, de la contrebande ou de la cocaïne. Enfin, toujours est-il que la migration est devenue un enjeu primordial pour les élections de novembre aux États-Unis. À tel point que lorsque les États-Unis ont rétabli les sanctions en avril, la réaction du pouvoir vénézuélien était de dire très bien, eh bien maintenant, nous ne coopérons plus pour le retour de nos immigrés clandestins, etc., dans notre pays. C'est-à-dire, démerdez-vous et gérez le problème de la migration. C'est le sujet numéro un chez Trump, hein. Et c'est un des sujets principaux de la campagne qui va venir aux États-Unis. Donc là, évidemment, le sujet de la migration est très important. Et c'est un enjeu aussi de négociation entre le Venezuela et les États-Unis. Le deuxième, c'est le pétrole. Trump a déclaré, donc bon, si Kamala Harris gagne, ce sera certainement un statu quo par rapport à la politique actuelle de l'administration Biden, enfin Biden, de l'administration X, parce que je ne sais pas qui dirige aux États-Unis. Et si Kamala Harris, ça devrait être un statu quo. Si c'est Trump, ben on ne sait pas, moi je ne sais pas. D'une part, je ne sais pas parce que Trump a déclaré vouloir augmenter les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis. Ben, pour ça, un accord pétrolier avec le Venezuela l'aiderait sûrement dans cette tâche. La deuxième chose, c'est que Trump a été, mais de très loin, hein, la politique la plus agressive contre le Venezuela et l'Amérique du Sud depuis des décennies d'Amérique latine, hein, même plus que Bush, à mon sens, que George Bush. Et il s'était entouré pour ça de faucons et de revenants de fossiles de la guerre froide qui sont partis en mauvais termes avec lui. Je parle de John Bolton, de Elliot Abrams, qui n'ont pas manqué de le critiquer, etc. Et donc, qui ne reviendront pas forcément. La troisième chose qui me fait douter de la politique de Trump, non, c'est le fait que euh, il n'y a pas de grands donateurs latino-américains dans la campagne de Trump. Vous pouvez regarder, c'est principalement, vous avez Elon Musk, vous avez plusieurs milliardaires, mais il n'y a pas de grands donateurs latino-américains qui pourraient influer sur la politique latino-américaine. Un autre détail qui n'est pas des moindres, c'est que Trump, s'il gagne, ne pourra plus se représenter. Donc, grosso modo, n'a aucun compte à rendre à ses électeurs et encore moins
à la communauté latino-américaine de Miami qui prétend dicter la politique latino-américaine. Il n'a aucun compte à leur rendre puisqu'il ne pourra pas être élu. Et puis, l'autre détail, c'est que vous avez certainement, vous l'avez certainement vu, parce que ça fait des centaines de millions de vues, mais il y a eu une interview de Elon Musk, pardon, de Trump par Elon Musk, quelques temps après l'élection présidentielle du Venezuela, quelques temps après la bagarre personnelle entre Elon Musk et Nicolas Maduro. Et Elon Musk a demandé à Trump qu'est-ce qu'il allait faire sur le Venezuela et essayer de le picoter un petit peu. Et Trump s'est borné à répondre, vois-tu, la prochaine interview, on la fera certainement à Caracas parce que Maduro nous a envoyé tous ces délinquants. Caracas est désormais une ville sûre, plus sûre que la majorité des villes nord-américaines. Point barre. Alors c'est vrai, au passage. Caracas est devenue une ville assez sûre parce qu'il y a eu une réponse policière assez importante depuis quelques années. Mais bon, ça c'est autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Ben, on voit que la réponse de Trump, elle est basée sur la migration et la sécurité et pas forcément d'aller envahir un autre pays. Donc, mais par contre, Trump reste Trump. Donc, Voilà. Et je vais rajouter un point avec toute la prudence qui s'impose, parce que précisément Trump, c'est Trump, qu'il peut dire une chose un jour et le contraire le lendemain, mais il a fait une déclaration il y a 2 jours ou il y a 3 jours qui a été très très remarquée, en expliquant qu'il avait appliqué beaucoup de sanctions et qu'en réalité les sanctions, ça apporte préjudice aux États-Unis. Et il a fait le constat que beaucoup ont fait d'ailleurs jusqu'à présent, c'est qu'effectivement en appliquant des sanctions un peu partout, un certain nombre de pays sont en train de s'organiser pour échapper au dollar. Et donc Trump a dit il y a 2 ou 3 jours, les sanctions finalement, ça affaiblit le dollar et ça affaiblit les États-Unis. Donc on va être prudent avec une déclaration de Trump, mais ça peut aussi impliquer qu'éventuellement, s'il revenait au pouvoir, ce qui n'est pas encore fait, il aurait une vision différente des sanctions. Il faut être prudent avec les États-Unis. Tu parlais d'Elon Musk. Il y a eu récemment une rencontre entre deux personnages qui sont deux personnages qu'on va qualifier de douteux, qui sont Elon Musk et Eric Prince. Alors, hum, Eric Prince, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un personnage lui aussi douteux qui a été le fondateur d'une compagnie militaire privée qui s'appelait le Blackwater, qui a été impliqué dans des crimes, qui a changé de nom, j'ai oublié le nom qu'elle a actuellement. Et Prince, il n'y a pas très longtemps, a déclaré, vous savez qu'il y a la tête de Nicolas Maduro est mise à prix par la justice des États-Unis, 15 millions de dollars pour alors, faire des narcoterrorisme. élections avec une personne, un des candidats dont la tête est mise après 15 millions de dollars, c'est déjà limite aussi, hein, ça. C'est Hein. déjà un problème. C'était Ouais. pas dans les accords de la Barbade, mais c'est Et assez. donc, Prince a déclaré il y a quelques semaines qu'il faudrait augmenter la récompense à 100 millions de dollars et que dans ce cas-là, il pourrait s'en occuper. Et on sait, parce que c'est public, qu'il y a eu une réunion il y a quelques jours entre Prince et Elon Musk, qui est très riche, tout le monde le sait, qui a un conflit personnel maintenant avec Maduro. Et donc, on est en train de percevoir, mais avec, là encore, je suis très prudent, d'éventuelles opérations qui ressembleraient à ce qui a été l'opération Gédéon en 2020, c'est-à-dire des opérations mercenaires, soit pour semer le trouble, soit pour provoquer une situation tellement compliquée que ça impliquerait ou que ça provoquerait une intervention internationale. Donc voilà, c'est-à-dire on ne sort pas d'une situation dans laquelle ça peut basculer du jour au lendemain dans des espèces d'opérations délirantes parce que effectivement, la tête de Maduro est mise à prix. Là, il y a eu l'arrestation d'un Marine qui a voyagé au Venezuela pour son propre compte, qui a été arrêté et qui a déclaré qu'il voulait descendre Maduro pour toucher la récompense. Et On parce en que, est quand même là. et parce que le cycle politique de la contestation au pouvoir chaviste vient de se terminer avec la résolution de la Cour suprême et le départ de M. Edmundo González en Espagne. Le conflit politique euh, est pour l'instant éteint. Et dans la politique, on discute, on négocie. Et s'il est éteint, ben, ça peut donner lieu précisément
à essayer de trouver pour l'opposition la plus radicale des portes de sortie qui, elles, ne seraient plus démocratiques et qui seraient entre le magnicide, la capture de Maduro, des opérations de mercenaires, la corruption de... Bon, voilà, c'est-à-dire le retour un peu à ce qui Bon, s'était aussi passé en 2019, hein, parce qu'en oui, en 2017... il faut préciser par rapport à ce que tu dis que les dernières convocations à manifester de l'opposition se sont soldées par un échec total. C'est-à-dire que la fameuse classe moyenne anti-Maduro, elle ne va plus manifester. Donc effectivement, on ne peut difficilement compter sur une mobilisation massive de l'opposition qui poursuivrait ce combat pendant des mois et des mois et des mois. Et alors, non seulement la classe moyenne ne va plus trop manifester, mais ils ont, Maria Corina Machado a déplacé une de ses concentrations, alors dans un terrain de classe moyenne haute, mais plus proche des grands quartiers populaires qui sont à Pétare, en pensant illusoirement que les classes populaires iraient manifester avec eux, et elles ne sont pas descendues. Ça, c'est un autre délire que j'ai entendu par-ci par-là. Aujourd'hui, les classes populaires votent Maria Corina Machado, ils sont dans l'opposition. Non, pas du tout. Il y a des classes populaires, d'ailleurs, qui ont toujours voté à l'opposition, hein, il faut le savoir. Et il n'y a pas une expansion de l'opposition radicale dans les secteurs populaires de Caracas et des grandes villes du Venezuela. Et Bien donc, puisqu'on parle des classes populaires, Maurice, je voudrais qu'on conclue, qu'on finisse là-dessus. Aussi, il y a beaucoup de ces classes populaires se sont organisées ouais, au sein des conseils communaux, au sein des communes, au sein de cette démocratie participative et protagonique que Hugo Chavez avait lancée, inscrite dans la Constitution et mis en route dès le début de la révolution bolivarienne et qui a été une des colonnes vertébrales non, du modèle de démocratie vénézuélienne, du modèle vénézuélien de révolution sociale, de justice sociale. Euh, et toi, tu as été, donc t'es pas seulement resté à Caracas, tu as été donc dans les campagnes, un peu regarder comment ça s'organise, ces communes. Quel est ton jugement là-dessus? Alors, si ce que je vais dire va servir de conclusion, je dirais qu'il y a deux choses qu'il faut retenir. La première, c'est que en nommant comme ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello, qui est le numéro 2 du Parti socialiste uni du Venezuela, le PSUV, le gouvernement vénézuélien montre qu'il va faire preuve de fermeté face à l'opposition. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de se lancer dans des opérations de déstabilisation qui aura une réponse immédiate. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on le sent actuellement dans le discours de Nicolas Maduro, l'accent va être mis sur la fameuse démocratie participative et en particulier à travers les communes. Hein, les communes, donc il y en a 6000, hein, je dis de mémoire, là, prendre mon chiffre avec précaution. On a vu récemment avec un référendum organisé dans toutes les communes pour faire remonter des projets prioritaires qui ont été immédiatement financés. Bon, tu as assisté, tu nous en as parlé tout à l'heure, en avril, et il y a eu une deuxième consultation de ce type qui vient d'avoir lieu et qui, de la même manière, va donner lieu au financement de projets extrêmement précis qui sont déterminés par les habitants eux-mêmes de ces communes. Alors, 3 semaines effectivement, après l'élection présidentielle a eu lieu une volonté un peu de dire, voilà, il y a la démocratie ah, électorale, on l'a pris, on continue sur le chemin de la démocratie participative maintenant. alors, c'est à la fois passionnant et d'ailleurs, je suis très surpris que la gauche européenne ne s'intéresse pas au Venezuela dans cet ordre d'idée, parce qu'il y a vraiment une expérience. Les communes vénézuéliennes, je vais peut-être choquer beaucoup de monde, mais c'est le zapatisme multiplié par 10. C'est-à-dire là où le zapatisme s'est d'une certaine manière enfermé un petit peu sur lui-même, avec une volonté d'autogestion. On a au Venezuela la même volonté d'autogestion, mais démultipliée par la présence de l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas une opposition entre le mouvement populaire qui s'organise tout seul dans son coin, c'est comment dire, une interrelation entre l'État qui peut financer et le mouvement populaire qui s'organise sur place. Ce qui est intéressant, c'est que commence à se mettre en place dans ces communes. Jusqu'à présent, il y a surtout eu des projets d'infrastructure, c'est-à-dire des trucs aussi bêtes que refaire des trottoirs pour les jours où il y a des pluies. Les pluies sont torrentielles au Venezuela et donc plus marcher dans la boue, refaire une école, reconstruire un centre de santé, etc. Mais la tendance qu'on voit émerger, c'est le financement d'activités productives.
hein. Là encore, tu as évoqué le problème il n'y a pas très longtemps. Je veux dire que pendant très longtemps, le Venezuela, toute l'économie a reposé sur le pétrole. Et là, à travers les communes, par exemple, elles ont été très impliquées dans le fait que maintenant, le Venezuela, alors qu'il importait toute son alimentation, produit. Alors, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais 80-90% de l'alimentation du pays. Et les communes sont en train de s'orienter sur ces projets productifs. Par exemple, j'ai pu visiter dans l'état du Lara un certain nombre de communes qui font du cacao, qui font du café, et donc qui développent une économie locale. Il y a évidemment, c'est pas simple, en particulier parce qu'il leur faut s'insérer sur le marché. Or, le marché, il n'est pas très sensible au fait du produit dans les communes, et y compris idéologiquement, ça lui pose un problème d'accepter ce nouveau mode de production qui repose non plus sur une économie capitaliste, mais je vais dire, un socialisme du 21e siècle, comme le voulait Chavez. Et là Donc, encore, l'État s'est introduit parce qu'il y a un bureau de l'État, une officine, une agence de l'État qui s'occupe de la distribution et qui a fait une espèce d'AOP qui s'appelle Fait dans les communes et donc qui s'occupe de distribuer les produits faits dans les communes. Alors aussi, pour ouais, les chiffres de 90% de ce qui mange est fait au Venezuela, il n'y a pas que les communes, il y a aussi le secteur public et surtout le secteur privé. ouais. Il faut voir Et que je précise, l'économie est totalement mixte au Venezuela, hein. et je précise une chose parce qu'elle est très importante. Parce qu'un des problèmes du Venezuela, c'est encore quand même la corruption, y compris parfois à très grande échelle, mais que précisément les projets dont on parle là, qui sont financés à l'occasion des référendums par l'État, sont extrêmement contrôlés et que là, pour le coup, il n'y a quasiment pas de corruption, hein. Il y a un organisme qui d'ailleurs s'est inspiré de la méthode qui avait été mise en place par Salvador Allende au Chili hein, dans les années 70, avec des contrôles internes et des contrôles externes qui font que là, pour le coup, et y compris, on a évidemment affaire à des gens qui sont très politisés, au bon sens, enfin, au bon sens du terme. Ces projets sont effectivement mis en œuvre et sont contrôlés. Ok, voilà. Eh ben, écoutez, on a décidé d'être un peu long. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, j'espère que vous avez bu un petit jus de goyave et que la question vénézuélienne, on l'a suffisamment balayée. Si vous avez encore des doutes ou des questions, évidemment, vous les posez dans les commentaires. Nous, on les lira et puis on y répondra soit directement par écrit ou sinon, eh ben, on refera une vidéo, moi tout seul ou avec Maurice, on verra. Voilà, très bien. Eh bien, Maurice, merci beaucoup d'avoir passé Eh autant ben, de temps sur les deux rives. hasta luego. Non, puis attends, les deux rives, on peut couper en deux, hein. On peut regarder la première partie Mais non, euh, alors, avant après, le repas et la deuxième partie après le repas. après, sur YouTube, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même Ben leur voilà. regarder ça en faisant la vaisselle ou. Ah ouais, non, mais je pense à YouTube. Oui, exactement, Je pense à exactement. YouTube. Vous faites ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est de nous regarder. Eh ben, Allez, à non, 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 bientôt. non, 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 je suis désolé. C'est pas tellement de nous regarder, c'est de nous écouter. Oui, voilà. Merci beaucoup et à bientôt sur lesdeuxrives.info.